Hello les Movie Riders, ici Franck et bienvenue dans cet épisode 32.5 de Vanishing Point. Je ressuscite ici un peu le format initié par Mad qui nous avait proposé un entretien avec Luc Lagier en bonus à notre 21e émission. Alors évidemment je parle de résurrection non sans roublardise puisqu'il s'agit ici d'un entretien faisant suite à notre épisode 32 sur les zombies. Dans cette émission on a causé de George Romero, on a causé d'Alex Garland et de Dominique Rochet, le scénariste et réalisateur du court-métrage La vitesse du passé, du film La nuit a dévoré le monde et de la série La Corde. Alors comme vous le savez, si vous avez écouté notre dernier épisode, j'ai choisi quant à moi de vous faire découvrir ou redécouvrir le travail de Dominique Rochet, et en particulier son film de zombies Au cœur de Paris. Et dans la préparation de cet épisode, j'ai eu l'opportunité de discuter près de 2 heures directement avec Dominique Rochet, et c'est cet échange que je vous propose ici. C'était l'après-midi du 20 février 2025 par visioconférence. Alors, vous l'entendrez parfois d'ailleurs, il reste encore quelques glitches sonores, j'en suis navré. On est revenu avec Dominique sur son parcours, ses débuts imprévus à la réalisation de courts-métrages, sur le développement de la thématique de l'isolement dans l'ensemble de son œuvre et sur la signification du zombie dans La nuit a dévoré le monde. On est revenu aussi sur sa cinéphilie, sa vision d'auteur. J'espère que vous trouverez cette discussion aussi passionnante qu'elle le fut pour moi. J'en profite évidemment pour remercier très chaleureusement Dominique Rochet pour sa disponibilité et son partage. On le rappelle souvent, dans Vanishing Point, on n'est pas journaliste, on ne bosse pas dans le cinéma, on est juste des passionnés et c'est vraiment précieux lorsque des professionnels, des artistes, des réalisateurs comme Dominique acceptent de prendre de leur temps pour partager leur passion avec nous. Donc merci encore Dominique Rochet. Et merci à vous, évidemment, chères auditrices et auditeurs, pour votre soutien depuis maintenant 50 podcasts. Je pense pouvoir parler aussi au nom de mes camarades Mad et Ben en vous remerciant pour tous vos retours, vos messages sur notre Discord ou nos réseaux et évidemment pour vos écoutes. Voilà, je crois que j'ai tout dit, je vous laisse donc en compagnie de Dominique Rochet et on se retrouve bientôt avec Mad et Ben dans le 33e épisode de Vanishing Point. Donc tu t'appelles Franck, c'est ça ? C'est ça, moi c'est Franck, okay. Ouais, enchanté. Enchanté. Merci pour être disponible rapidement comme ça, c'est super cool, ça me fait énormément plaisir. On a un podcast avec 2 potes à moi sous le cinéma depuis 2020 qui s'appelle Vanishing Point. J'ai la ref. Alors j'ai pas été écouté, après j'ai vu qu'il y avait Guillaume que je connais bien, qui est un bon copain à moi. Ah ok, on va en discuter, cool. Ouais. On est très copains depuis l'époque des courts-métrages, donc je le connais bien et j'ai vu qu'il l'avait fait et c'est aussi une des raisons pour lesquelles j'ai accepté, parce que si Guillaume l'a fait, je me suis dit il nous a fait confiance assez vite parce que on a fait un épisode avec lui, ça faisait à peine 1 an qu'on le faisait. C'était sur BP1, Balle perdue 1. Oui, c'est sur le premier, oui, tout à fait. Il était en plein dans la promo. Plein dans la promo du film. Il venait à peine de sortir 2020, je crois qu'il venait à peine de sortir sur Netflix. Ouais. Je sais pas si peut-être lui reparler maintenant qu'il a fait le 3 avec j'ai vu ça, j'ai vu passer ça, ouais. Donc nous donc depuis 2020 effectivement. Notre podcast, on va dire les épisodes classiques, on est 3, on prend chacun un film sur une thématique. On en discute, souvent on ratisse large, c'est-à-dire qu'on fait toute l'œuvre du réalisateur ou de la réalisatrice, on remet dans son contexte, etc. Ce qui fait que nos épisodes, c'est 5-6 heures à peu près, ce qu'on fait dans un film, voilà. Et du coup, là on vient de faire un épisode sur le cimetière, et à la fin de l'épisode, on entend des petits bruits, et on fait donc, le prochain sur les zombies. Mais du coup, vous allez parler d'autres films sur le thème des zombies ? Tout à fait. Je crois que tu me l'as écrit dans le même, mais j'ai oublié. C'était quoi les autres films ? Alors, Mad, le premier qui va présenter son film dans l'épisode là, va parler de Le jour des morts de Romero, de 85, donc le 3e film de la saga des zombies. Ben, il va parler. C'est celui où il y a. Parce que j'avais repris un truc de ce film-là qui était un peu le Denis Lavant dans le mien, qui est dans l'ascenseur, qui est aussi un personnage du jour des morts vivants. Je m'étais noté effectivement dans l'humanisation du zombie, Denis Lavant rappelait beaucoup, complètement. Deuxième film, ça va être 28 jours plus tard de Danny Boyle, avec Cillian Murphy. Bien sûr. Mais je pense que mon collègue va plutôt le présenter, parce que Danny Boyle, on en a déjà parlé dans un autre épisode, donc il va probablement le présenter plus sur l'angle Alex Garland, qui écrit le scénario, revoir un peu tous ses scénarios et puis ses réalisations aussi.
Il y aurait l'angle du chef-op aussi qui est intéressant, je pense. Ouais, bien sûr. Surtout sur 28 jours. C'est vraiment une particularité c'est une particularité du film, un des premiers films filmés à la caméra numérique. Numérique, ouais. Et du coup, moi, j'avais choisi de parler de La Nuit a dévoré le monde. Écoute, ça fait très longtemps que j'ai pas parlé de ce film, donc je sais pas trop ce que je vais être capable de dire et tout, parce que il y a un moment donné même j'ai arrêté complètement d'en parler. Ouais. À l'époque où il est sorti et tout, j'ai fait pas mal de promos et tout, et là, à un moment donné, j'en avais plus envie, donc vraiment, je refusais carrément d'en parler et tout. Donc voilà, on va voir. Je sais pas ce que je vais pouvoir te raconter. Le film, je l'ai pas revu depuis un moment là, donc ça fait plusieurs années que je l'ai pas vu. Alors après, je l'ai vu 200 ou 300 fois, j'en sais rien, mais j'imagine, ouais. Donc, et j'ai travaillé dessus des années, donc je le connais parfaitement, mais je sais pas ce que je vais être capable de dire vraiment là, c'est improvisation totale. Si c'est indiscret, y a pas de problème, tu me le dis. Hein, c'est un trop plein du film. À l'époque, non, c'est que à un moment donné, c'est nécessaire de passer à autre chose. Et voilà, et puis qu'en fait. Voilà, ça fait, tu vois, on me sollicite moins quand même dessus, hein, mais à l'époque, on me sollicitait beaucoup dessus, et puis au final, on répète un peu tout le temps les mêmes choses et tout, et bon. Ok. J'avais besoin de passer à autre chose, et puis. Mais là, ça me dérange moins aujourd'hui, mais par contre, je sais vraiment pas ce que je vais pouvoir raconter, quoi. Si ça te va, on peut commencer par le commencement, entre guillemets. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu ton parcours, comment t'en es venu à faire éventuellement des premiers courts-métrages et à te retrouver sur la production de La Nuit a dévoré le monde? J'ai commencé, moi j'étais pas destiné à être réalisateur, j'avais juste envie de travailler dans le cinéma et tout ça. Néanmoins, en débutant, j'ai fait plutôt de l'assistanat, enfin vraiment les petits jobs des tournages, quoi, assistanat, troisième assistant mise en scène, régie, tout ça. Et puis l'opportunité est venue d'essayer, quoi. Enfin bon, quand même, on essaie de faire quelques cours. J'ai fait des trucs en montant une boîte de prod avec des amis, dont Morgane Dalibert là, qui fait des gros films Netflix maintenant. D'accord. Et qui du coup est justement une époque où aussi il y avait Guillaume Pierret, tout ça, enfin où on se croisait tous autour de forums et on discutait de cinéma et puis on faisait des courts-métrages avec des PD 150 et des trucs comme ça. Et ça a été notre labo pendant quelques années quand on avait la vingtaine, quoi. Et j'ai eu la chance, moi, d'être lauréat d'un truc qui s'appelait les Audi Talent Awards à l'époque, et qui m'a permis de faire mon dernier court-métrage avec les moyens, quoi. Ce qui changeait beaucoup pour moi, parce que jusque-là, je faisais des films autoproduits avec en général 500 €, 1000 €. Une petite équipe. Mais avec toujours l'équipe de copains, en fait, de toute cette bande-là, quoi. Mais avec une ambition de faire du cinéma fantastique quand même. Donc, il y avait un peu ce truc... au début de Peter Jackson, quoi, c'est-à-dire on fait nos films le week-end avec les gens qui sont dispo, qui sont pas occupés. Il y avait mais toujours des histoires. On avait notamment avec cette petite boîte de prod, on avait fait une collection de films qui s'appelait Chronique de survivants, qui était du coup plusieurs courts-métrages et qui faisait un film au final qui je crois faisait 1 heure. Okay. Et qui était que des histoires post-apocalyptiques, donc c'était avec zéro moyen, quoi. Vraiment, on tournait ça et franchement c'était visuellement ça allait, en tout cas ça tenait la route, quoi, parce que on utilisait le production value d'aller, on avait un copain qui partait en Amazonie, il avait filmé des trucs là-bas. Un autre faisait un petit boulot en Chine et du coup il avait tourné des trucs en Chine et tout ça, et en fait on mélangeait tout ça et en fait et on réussissait à raconter des histoires qui se passaient dans le monde entier, dans un truc de fin du monde et tout ça. Enfin, tout ça pour dire que voilà, c'est de là qu'on vient, avec une sorte d'amour pour la série B et tout ça, et le cinéma fantastique avec lequel nous on a tous grandi quand on était adolescents, enfin toute cette bande-là en tout cas. Et donc moi je fais La vitesse du passé, qui est un court-métrage. Franchement, c'est une anomalie, quoi, dans le paysage des courts-métrages français, parce que
avec ce mécénat qui a duré que quelques années, hein, d'Audi, ils ont vite arrêté ce programme parce que je sais pas qu'ils se sont rendus compte. En fait, je crois que le mec qui a créé ce programme, qui est un mec adorable, qui s'appelle David Dargaud, qui était à l'époque directeur de la com d'Audi, c'était un rêveur, quoi, et il aimait les artistes, les histoires et tout ça, et vraiment c'est lui qui a créé ce truc-là. Et quand il a quitté Audi, le truc, ils l'ont gardé quelques années en se demandant mais qu'est-ce que ce truc-là fait là. Puis ils ont fini par l'arrêter. Okay. Alors moi j'ai fait la première année. Coralie Farja a fait la deuxième et Romain Quiro a fait la troisième année. Donc ça a tous été un tremplin énorme pour tous les trois, puisqu'on a tous derrière fait du long métrage. Alors là, Coralie elle est carrément nommée aux Oscars, donc elle a été très très loin avec The Substance. Mais c'était le point de départ, c'était un peu ça pour nous, parce qu'on était tous issus d'un cinéma fantastique en France, là où il n'y a pas de moyens dans le cinéma fantastique. Ouais. Donc c'était très compliqué de monter ces films-là. Donc moi j'avais écrit ce court-métrage où le temps était arrêté pour un couple qui s'installe dans une maison, et alors que le mec travaille sur le toit, il chute du toit à cause d'une onde de choc, où le temps est arrêté, et elle va passer sa vie à attendre qu'il tombe du toit. Et le film a coûté 200 000 €, je crois, 150 ou 200 000 €. Ce qui, pour un court-métrage, pareil, c'est une anomalie complète. On est presque sur des budgets de pub à l'époque, mais vu que c'était Audi, ça avait fonctionné comme ça. Sachant qu'il finançait à hauteur de 100 000 €, et puis ça a fini, le film, il a coûté entre 150 et 200 000. C'est-à-dire qu'il y avait aussi ce truc-là, en fait, ils étaient aussi ouverts à faire plus que ce qui était écrit au début et tout ça. Parce qu'à la base, je crois que le concours, fallait faire un film de 3 minutes. Pour 100 000 €. Okay. Moi, je leur ai vendu un film de 17 minutes pour 200 000. Donc je leur ai vendu. Je sais pas si j'ai vendu, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'est fini. Ça veut aussi dire qu'il faut jamais respecter les règles. Parce que de toute façon, en fait, moi, j'ai fait un truc qui était sincère. Ça les a touchés, et puis du coup, voilà, ça a marché, quoi. Et dans mon groupe avec lequel je faisais des courts métrages. Il y avait Alban Lenoir qui traînait beaucoup avec nous et qui jouait beaucoup dans nos cours et tout, et qui avait notamment fait un long métrage indépendant autoproduit avec Morgane, avec qui il a fait Aka sur Netflix, mais à la base ils ont fait ensemble un long métrage autoproduit en sortant du BTS audiovisuel. Ils avaient 20 ans tous. D'accord, ok. Ah oui. Donc c'est pour dire que c'est des histoires qui remontent à très loin et que tout ça, c'est des amitiés, des passionnés de cinéma qui travaillent ensemble depuis des dizaines d'années et puis qui, en fait, finissent sur Netflix. Du coup, Alban, non, mais il y aurait plein de choses à dire déjà sur ce film-là aussi, mais c'est pas ça. Du coup, je fais ce court-métrage. Ce court-métrage, il est diffusé sur Canal+. Il va, par le soutien d'Audi, il se retrouve au Festival de Cannes, il se retrouve à Clermont-Ferrand et tout ça. Et en fait, pour moi, c'est une vitrine gigantesque. Il est en truc pareil, fait extrêmement rare, mais il est projeté dans les MK2 parisiens avant séance. Okay. Donc c'est un film qui dure 17 minutes, et du coup il est projeté avant pas mal de films dans les MK2, notamment les MK2 quai de l'Arcade-Seine, là où vont tous les intermittents, les producteurs et tout ça. Donc mon film, en fait, il est vu par toute la profession à un moment donné. Et donc parmi les gens que je rencontre, il y a Carole Scotta, qui est productrice de Haut et Court. Oui. Qui est une boîte qui fait du cinéma d'auteur, qui a eu une Palme d'Or avec Laurent Cantet pour un film qui s'appelle Entre les murs, et qui vient d'avoir l'Emmy de la meilleure série avec Les Revenants. Et elle me dit, moi j'ai bien aimé ton cours, est-ce que tu aurais des envies de long et tout ça? Et évidemment, je suis pas prêt du tout, comme tout le monde. Moi, j'avais pas du tout prévu de faire un long métrage dans ma vie à ce moment-là. Et du coup, je lui propose des idées, et une des idées, c'est d'adapter ce livre de Martin Page qui s'appelle La nuit a dévoré le monde, qui est une sorte de Robinson Crusoe qui se passe où l'île déserte va être un immeuble parisien construit comme une île, et l'océan, ça va être des zombies. En fait, après, on est sur un film d'île déserte, quoi. Donc une sorte de revisite du film avec Tom Hanks, là, dont j'ai oublié le titre, Seul au monde. Seul au monde, tout à fait. Je cherche le titre anglais, mais je l'ai plus. Donc c'est une revisite de ce film dans un univers de zombies, quoi. C'est pas Away Home ou quelque chose comme ça? Castaway. Voilà, donc comment je suis arrivé à La nuit à dévorer le monde en quelques mots. Alors qu'à la base, c'était pas du tout l'ambition ensuite de faire du long métrage et de devenir un réalisateur de long métrage, d'enchaîner les projets, etc. Forcément, au bout d'un moment, oui, mais si on parle de la base, quand moi je rentre, je fais
je commence je sais pas, j'ai 18-20 ans et tout ça, je me dis pas que je vais être réalisateur de long métrage, non. Okay. Je me dis juste que j'ai envie de travailler dans les films. À vrai dire, même, je me vois technicien, ce qui était une bêtise totale parce que en fait, ça m'intéresse pas et je suis nul en technique, donc ça aurait été une catastrophe si je m'étais retrouvé là-dedans. Mais et donc pareil, je prends la direction au début qu'on me conseille, c'est assistant réal, enfin assistant mise en scène, où je me dis je vais devenir premier assistant, je vais être l'assistant du réalisateur et tout, ça va être trop bien. Et en fait, ça me correspondait pas du tout parce que ça demandait des notions d'organisation et de gestion voilà, enfin plein de trucs qui sont pas mes qualités. Okay. Et donc ça a été très 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 dur pour moi au début parce que je faisais ce job-là en pensant que c'était mon seul moyen d'exister dans le cinéma et tout ça, et en fait je rentrais littéralement chez moi en pleurant, hein, vraiment, je le vivais très mal, c'était horrible, et ma chance, ça a été que j'ai fait des petits courts-métrages, voilà, en me disant au final, enfin pour s'amuser en fait, vraiment. Et mais c'était une autre époque où aussi, nous, quand on faisait, pour revenir un peu là-dessus, mais quand on faisait des petits courts-métrages, nous, on les diffusait sur Dailymotion ou YouTube et tout ça, mais c'était le tout début de ça, en fait. Bien ça sûr. Existait, ça venait de sortir, quoi. Dailymotion, YouTube. Et en fait, quand on sortait un de nos cours, il était en homepage, il était vu par des dizaines de milliers de personnes, ce qui peut paraître pas beaucoup, mais en fait, pour l'époque, c'était beaucoup sur ces sites-là. Dans le contexte, dans l'époque, ouais, tout à fait. Ouais. Voilà, et en fait, c'est comme si pour nous on remplissait un zénith à chaque fois qu'on montrait un film, un petit court-métrage qu'on avait tourné en un week-end, donc c'était hyper motivant en fait. Et on était, il y a toute une génération qui a un peu émergé de ça, dont nous. Et donc ouais, après on fait des cours, mais je me prétendais pas, je me disais, enfin je voyais pas le long-métrage comme une finalité, quoi. Enfin, en tout cas, je me disais pas que j'y arriverais, et puis là, maintenant, aujourd'hui, évidemment, aujourd'hui, je vis de ça et c'est mon truc. Mais quand j'avais 20 ans, non, je pouvais pas me dire je vais faire des longs métrages. Et le prix d'Audi, c'était un prix du scénario, si je dis pas de bêtises. J'ai vu que un peu plus récemment, tu participais aussi à des comment t'appelles ça, des séminaires d'écriture ou ouais, des ateliers. Des ateliers. Du coup, aujourd'hui, ce qui t'intéresse le plus, c'est plutôt l'écriture ou plutôt la réalisation encore. Est-ce que non, moi, c'est pas pertinent de séparer les deux, et parce que tu es souvent aussi scénariste ou co-scénariste de tes réalisations. Ouais, toujours, ouais. En fait, c'est une nécessité française, c'est-à-dire c'est très dur d'émerger comme réalisateur sans être scénariste. Ouais. Je dis pas que c'est impossible, je dis juste que c'est extrêmement dur. En fait, j'ai pas d'exemple de gens qui arrivent à émerger comme réalisateur. Je parle pas d'une fois qu'on est réalisateur, Jean-Pierre Jeunet, je suis sûr qu'il reçoit des tas de scénarios, mais quand on n'a jamais fait de long métrage, c'est quasi impossible de pousser la porte d'une boîte de production en disant voilà ce que je sais faire, en montrant une démo. Eux, enfin mon expérience à moi, peut-être que je me trompe, c'est en fait qu'est-ce que t'écris, qu'est-ce que t'as envie de raconter, qu'est-ce que t'as envie d'ajouter. En fait, on est vraiment très très fort dans la culture auteur en France, mais vraiment à 90% de tout ce qui est fait, quoi. C'est en fait c'est ma vision à moi du métier, et donc c'est une nécessité. Et pareil, quand on fait des courts métrages, il faut écrire ses films. Donc moi, c'était un truc que j'avais pas du tout en moi au début. Moi, je voulais réaliser. Enfin, ce qui m'excitait, c'est fabriquer. Okay. Moi, j'ai vraiment le truc d'artisanat. Ouais. Ça, c'est ça qui me parle le plus. C'est là où je suis le plus heureux. C'est quand je fabrique des films où je me sens à ma place. Et écrire, c'était pas le cas du tout au début. Donc, voilà, au début, c'était. Je me suis toujours entouré. Donc, notamment la nuit, je me suis entouré de Guillaume Lemans et Jérémy Guess. Oui. Et ensuite, j'ai essayé comment on dit, d'améliorer ce métier-là, ce corps de métier, quoi, pour que ça devienne plutôt une force et que ça devienne plutôt un plaisir, plutôt que l'inverse. Et c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, ça me plaît beaucoup. J'écris beaucoup. J'écris aussi un peu pour les autres. D'accord. Et en fait, j'ai aussi aimé beaucoup les ateliers parce que sur la nuit, c'était la production qui m'avait inscrit au Torino Film Lab, qui s'avère être un des meilleurs ateliers d'écriture au monde, hein. C'est vraiment reconnu. Dans mon groupe, il y avait Laszlo Nemes qui venait de faire Le Fils de Saul, il y avait David Chou qui travaillait sur Diamond Island, il y avait Marcello Martinezzi qui a fait Les Héritières, qui a eu Lion d'Or à Berlin. C'était que ça, mon groupe. C'était que des dingueries de festivals de Cannes, Berlin, tout ça. Ouais. Donc moi, je sais pas ce que je faisais là avec mon film de zombies. Mais surtout, moi, j'ai découvert ce que c'était de travailler en atelier d'écriture avec la notion de groupe et de groupe qui réagit sur son film. Et en fait, la façon dont
dont, en fait, toi, en aidant quelqu'un d'autre sur son film, en fait, t'es en train de parler de ton propre film, ce qui est un truc valable en psychologie aussi de manière générale, c'est en fait, quand on donne des conseils aux autres, on se donne des conseils à soi-même. Bien sûr. Et donc ça, c'est un truc qui m'a beaucoup plu. Et donc effectivement, là, je travaille sur un deuxième film produit par Unité. Et ce film-là, j'ai participé à la sélection annuelle du groupe Ouest, où pareil, il y avait un groupe et on a écrit nos films en s'aidant le plus possible les uns les autres. Ouais. D'accord, ok. Et aujourd'hui, tu dis que tu es plus à l'aise dans l'écriture, etc. Est-ce qu'à l'époque, le choix de ces projets, notamment La Nuit a dévoré le monde, puis la mini-série Arte La Corde, qui sont tous les deux des adaptations de romans, est-ce que c'est des pures coïncidences ou est-ce que le fait de s'appuyer sur un matériau de base qu'est le roman, est-ce que c'est aussi une manière de t'aider sur l'écriture de ton propre film? En fait, ça m'aidait à... Ouais, c'est une bonne question. Ça m'aidait à vendre le projet à la base, quoi. Ok, aussi, oui, bien sûr. Ouais. En fait, c'était beaucoup plus simple pour moi au début, par exemple, de proposer à Waycourt un livre où il y a un début, un milieu, une fin, que de dire, voilà. Ouais. Aujourd'hui, j'ai plus besoin de ça. Aujourd'hui, j'écris mes propres histoires parce que c'est beaucoup plus clair dans ma tête. Ce que je cherche à raconter et du coup ça devient beaucoup plus rare qu'un livre soit synchrone avec ce que moi j'ai envie de raconter. Donc et je suis beaucoup plus capable techniquement d'écrire mes propres histoires, donc j'ai moins besoin de ça. Et mais déjà La Corde, on est déjà dans un truc entre deux, c'est-à-dire que finalement je n'ai gardé que le concept du livre. Le reste n'a rien à voir, quoi. Bien sûr. Mais à la base, quand entre guillemets le producteur et moi on vend le projet à Arte, on leur vend une adaptation fidèle du livre. D'accord, ok. En unitaire, donc un truc qui devait durer 1h30 et qui était une adaptation d'un livre qui se passe au 19e siècle, avec des fermiers qui et au final ça finit en 3x52 avec de la science-fiction et ça se passe aujourd'hui et tout ça, enfin rien à voir, quoi. Oui. Il y a aussi ça, en fait, il faut différencier le moment où on vend un projet à un diffuseur ou à un producteur et tout ça, et en fait la fabrication du projet en lui-même. Et le produit final qui est parfois pas du tout... et le produit final qui est encore autre chose. Effectivement, une fois que ça a passé toutes les étapes d'écriture, tournage, montage et tout ça, on est vraiment en général extrêmement loin du premier pitch qu'on fait au producteur ou au diffuseur, quoi. Ouais. Après, c'est clair que ce sont des adaptations, mais j'ai l'impression que tu as eu beaucoup de chance ou une grande force de persuasion pour avoir quand même beaucoup de liberté sur ces adaptations-là. Tu as parlé de La Corde, par exemple, où tu as changé le contexte, on va dire, historique, à quelle époque ça se passe, les personnages aussi. Il me semble que dans le roman, c'est très genré, les deux groupes qui se séparent. Aussi on va dire le potentiel intellectuel et culturel de tes personnages aussi dans La Corde, que tu en fais des scientifiques, des personnes cultivées, ça t'as toujours eu pas mal de liberté pour effectivement partir d'un matériel de base, un roman, mais d'en faire aussi d'y projeter ce que toi tu voulais y projeter, quoi. Ouais, moi, mon fonctionnement, c'est que je travaille depuis la matière intime, c'est-à-dire moi de ce qui moi me touche ou ce que je ressens du monde dans lequel on vit, et qu'est-ce que j'ai envie de témoigner de ça dans les histoires, en fait. Et du coup, je tords les histoires pour qu'elles résonnent avec quelque chose que j'ai l'impression de ressentir à propos du monde dans lequel on vit, quoi. Et en général, le concept même des livres que j'avais choisi d'adapter le concept résonne avec une idée forte que je me fais du monde, quoi. Et du coup, et ça fait partie en général du contrat de base que je signe ou quand je demande les droits à Martin d'adapter La Nuit, je lui dis que je vais trahir son livre, quoi. Je suis très honnête dès le début. Je lui ai dit, moi, je vais faire mon film à moi, je vais raconter ce que j'ai envie de raconter, et puis ça sera pas ton livre, quoi. D'ailleurs, si les gens, c'est un très très bon livre que je recommande.
Que j'ai lu après avoir vu le film d'ailleurs. Et, ouais. Ça a nourri aussi mes visionnages d'après du film, parce que du coup on regarde peut-être plus inconsciemment les différences, les choses ajoutées, renlevées entre les deux objets. Bah oui, il y a des différences, mais je pense quand même que dans ce cas très précis, on est relativement fidèle et en plus, je me sens assez proche de la vision du monde de Martin, qui est maintenant devenu un ami, que je connais bien. Et je crois partager plein de valeurs avec lui, donc je crois pas l'avoir trahi tant que ça en fait, même si à un moment donné, moi j'ai fait mon film. Des survivants, t'en as croisé d'autres? Pas beaucoup, quelques types planqués dans leurs appartes, un peu comme toi, et tous plus ou moins dingues, vraiment comme toi en fait. Rester seul, ça m'a sauvé. T'as parlé de cinéma de genre, de cinéma fantastique, de politique d'auteur. Pour La Nuit a dévoré le monde en particulier, c'était quoi tes inspirations principales? C'était plutôt des inspirations de fantastique, plutôt des inspirations films d'auteur, ou tu peux me dire aussi que la distinction entre les deux n'a aucun sens, puisque on a toujours eu du film de genre avec une volonté autoriste, entre guillemets, que ce soit en France ou à l'international. Bah, je dirais que les films de genre qui me touchent en général, c'est des films d'auteur. Mais après, les références, elles sont vraiment variées parce que ça dépend du sujet dont on parle. En fait, j'ai des références pour l'écriture, j'ai des références pour la mise en scène, pour l'image, pour le son, pour à peu près chaque élément du film, il y a des tonnes de références. Parce que c'est pas le cas de tous les réalisateurs, mais moi je suis très très cinéphile. Ça paraît bizarre, mais il y a des réalisateurs qui ont vraiment vu très peu de films. Ouais. Et c'est pas grave. Chacun son truc. Moi en tout cas, je suis plutôt du genre à avoir mangé plein de films dans ma vie. Okay. En particulier quand j'étais plus jeune, où c'était vraiment, je pouvais regarder 3-4 films par jour, quoi. C'était vraiment la boulimie, quoi. Ok. Ouais, mais je parle depuis que j'avais 10 ans, quoi. Okay. Je regardais la nuit des films. Et du coup, quel genre de film c'était quoi l'après-midi de tout, idéal Moi, je suis d'une nature hyper curieuse, donc je suis capable vraiment de regarder un film de 4 heures japonais avec 2 dialogues, comme je peux regarder La main qui tue dans les années 90 avec un gamin dont la main droite est possédée par le diable. Moi je suis curieux. Après, c'est vrai qu'un penchant pour le cinéma fantastique, ça je sais, j'ai jamais su trop l'expliquer parce que c'est pas que moi, hein, c'est vraiment générationnel. J'ai l'impression qu'il y avait tout un truc avec les gens qui ont grandi dans les années 90 d'un truc avec le cinéma fantastique. Beaucoup de gens citent Jurassic Park comme une référence ultime. Il y a un truc qui s'est passé avec ce cinéma-là, avec ce cinéma hollywoodien, américain et tout ça, et la jeunesse européenne, j'ai envie de dire. Ouais. Moi, j'étais pas très... à 20 ans, en tout cas, j'étais pas du tout cinéma d'auteur, quoi. Sans le savoir, je veux dire que j'allais pas chercher ça, quoi. En fait, j'aimais déjà ça, mais je le savais pas. Et puis c'est après, en apprenant l'histoire du cinéma et les influences et les interconnexions entre les films. Et puis après, naturellement, quand on aime les bons films, on va aussi vers le cinéma d'auteur assez facilement parce qu'il propose souvent des choses qu'on n'a pas vues ailleurs et tout ça. Et puis petit à petit, ça évolue. Mais non, je peux pas citer de références précises pour La Nuit. Je dirais qu'en tout cas, à l'écriture, une des références principales, c'était justement Seul au monde. Parce que il y avait... après, c'est Robert Zemeckis, donc c'est évidemment extrêmement réussi, mais c'était un film d'île déserte, ça faisait partie des films d'île déserte un peu modèle, quoi. Et du coup, on avait envie de retrouver l'empathie, même si je pense qu'on n'a pas complètement réussi en vrai, parce que le personnage de Tom Hanks naturellement est un personnage empathique. Tom Hanks, voilà, où c'est quelqu'un, on le regarde, c'est tout de suite, on a envie que ce soit notre meilleur ami. Et moi, j'ai été choisir sur d'autres rôles où il est censé être un antagoniste, ça marche pas parce que c'est Tom Hanks. C'est très compliqué d'en faire un antagoniste, Tom Hanks, C'est vraiment le gentil par excellence. D'autant plus que moi, c'est une micro-parenthèse, mais c'est un truc qui comptait dans La Nuit, qui était important pour moi, c'est que quand je fais mes castings, la filmographie des acteurs compte pour moi. Parce que je considère qu'elle joue dans l'expérience du spectateur. C'est-à-dire que pour moi, vu que c'est mon cas, j'ai une cinéphilie et en fait, quand je vais voir un film avec Tom Hanks, justement, je suis incapable d'oublier The Suburbs, je suis incapable d'oublier Big, je suis incapable d'oublier ces rôles qui m'ont marqué. Et si tu veux faire de Tom Hanks un antagoniste pour moi,
ça va être très difficile parce que je pars pas d'un acteur neutre, quoi. Je pars d'un acteur qui a été un gentil pour moi depuis 40 ans. Donc, donc c'est à prendre en considération, je trouve. Et donc moi, quand je fais mon propre casting, bah voilà, quand je prends Anders, il évoque pour moi à ce moment-là Oslo 31 août, le film de Joachim Trier, qui est une variation du Feu follet, qui est un personnage qui va pour se suicider, qui est un personnage qui a du mal à connecter avec les autres. C'est un autre film, mais il y a tout ce bagage-là pour moi. Et Anders, il porte ça, il porte une mélancolie européenne, il porte une misanthropie, un homme moderne comme ça qui est un peu isolé comme ça, qui a du mal qui a du mal à connecter avec les autres. Et donc, moi, je sais qu'il porte ça. Après, il y a plein de gens qui n'ont jamais vu les films de Joachim Trier qui du coup, quand ils découvrent ce film-là, ils vont pas du tout faire le lien. Mais ça compte. Mais tu vois, je choisis, c'est un détail, mais son ex-petite amie qu'il rencontre au début du film, je l'ai choisie elle parce qu'elle a... En réalité, pour être complètement sincère, à la base, j'avais proposé ce rôle à Mélanie Thierry comme un clin d'œil parce qu'on venait de faire, il y avait La Vitesse qui était pas loin derrière. Elle avait dit oui et tout, et puis en fait, c'est des trucs de calendrier, c'est un truc qui arrive très souvent au cinéma. Elle tournait La Douleur de Finkiel à ce moment-là, et ça avait débordé sur mon film, et du coup, elle pouvait plus le faire. Et du coup, j'avais rebondi à ce moment-là dans cet état d'esprit de cinéphilie. Anders avait joué dans Personal Shoppers d'Olivier Assayas. Et sa petite amie dans le film, c'était Sigrid, donc qui joue son ex-petite amie dans mon film. Et moi, je m'étais raconté qu'en fait, ils se sont séparés entre les deux films, quoi. Mais qu'en fait, c'est un peu le même couple. Et ça, c'est des trucs de cinéphile, quoi. Tu essaies de poursuivre un peu, de tirer la corde, sans jeu de mots, du non, mais d'un truc de cinéphile, d'œuvre en œuvre. Dans un autre film, ils étaient ensemble, et ben dans mon film, ils jouent un couple séparé. C'est pour ça que Alban Lenoir, j'imagine, n'était pas du tout une option pour ce personnage-là dans La Nuit à dévorer le monde, parce que pour le coup, il projette une autre personnalité, peut-être moins. Ça. Moins misanthrope, moins marginal. Pour être transparent, ça abîmait notre amitié. C'était compliqué à ce moment-là. Bah ouais, parce que Alban, c'était pas le Alban qu'il est aujourd'hui à ce moment-là. Il avait fait un français de Diastème. Il était vraiment en train d'arriver, quoi. D'accord. Et on en a parlé, évidemment. Okay. Et qu'il fasse le premier rôle de La Nuit. Et on était très amis à ce moment-là, et ça a été compliqué. Parce que moi, effectivement, comme tu viens de le dire, je projetais pas le personnage de Sam comme ce que projette Alban dans le cinéma, qui projetait déjà. Hein. C'est-à-dire que moi, ce que j'essayais de lui dire, Alban, si c'est toi qui fais le rôle, on va s'imaginer que tu vas découper les têtes de tous les zombies, en fait. Personne va se dire que tu vas t'enfermer dans l'appartement et que tu vas... En plus, c'est un mec qui dégage. Mais il a un peu le syndrome, presque pas Tom Hanks, mais on est dans ce genre de syndrome pour moi avec Alban où il dégage une sympathie incroyable. Il incarne le héros, quoi. Oui. Et c'est vrai que moi, je cherchais plutôt un anti-héros. Je cherchais plutôt. Donc c'est quelque chose de plus fragile, de plus intérieur. En vrai, Anders, il est grave musclé. Il est grave physique, ça se voit, mais il n'en joue pas. Alors que c'est vrai qu'à cette époque-là, Alban en jouait. Et en plus, l'autre argument Alban, c'est qu'il venait de faire le film de Benjamin Rocher, Goal of the Dead, qui était un autre zombie, justement très série B. Benjamin, qui est un mec qui a vraiment des choses à dire sur le genre, parce c'est lui qui a co-réalisé La Horde, je suis pas sûr, peut-être le confond. Peut-être c'est pas lui, La Horde, l'autre film, c'est une co-réalisation, La Horde, de film de zombies, là, du coup, aussi très premier degré, très on va casser la gueule aux zombies, quoi. Ouais. Et du coup, Alban jouait dans Goal of the Dead, il jouait un footballeur d'un club, machin, et il découpe des têtes, quoi. Okay. Et il est à l'endroit où, à l'époque, on le voyait tous, quoi. C'est-à-dire, lui, il rêvait d'être Jean-Claude Van Damme, quoi, je crois, à ce moment-là. Je dis ça avec vraiment, justement sans me moquer, parce que moi, j'adorais les films de Jean-Claude Van Damme quand j'étais adolescent, donc je pense qu'il se voyait là, et c'était trop bien, et je pense que les premiers films dans lesquels il allait, c'était un peu des trucs comme ça. Mais donc pour toutes ces raisons, moi je voyais plus un gars comme Anders. J'avoue avoir rencontré à l'époque Tahar Rahim. On a aussi discuté avec Mathieu Kassovitz. On était dans ces options-là, quoi. Tu vois, des gars qui peuvent. Tu vois, Tahar Rahim, il y avait un prophète qui était pas loin derrière et tout ça. Il y avait
il était à ce moment-là, il faisait un film de Kiyoshi Kurosawa qui était un film de fantôme. Il avait ce truc, le personnage d'un prophète, tu vois, justement, tu as ce côté très sombre dans le personnage d'un prophète. Et moi, du coup, ça me va. Je me dis, ah ouais, je sais que le spectateur qui rentre dans ce film, il sait qu'il va pas avoir affaire à un héros qui va casser va découper des têtes, quoi. Il sait qu'il va avoir affaire à quelqu'un qui est torturé intérieurement. Ouais. Donc voilà pourquoi je fais appel à la cinéphilie, encore une fois. Ok, c'est intéressant. D'ailleurs, il me semble de mémoire, dans le roman, le héros trouve plein d'armes dans tous les appartements autour, et à la fin, il a un coffre avec des tas de flingues, etc. Ce qui est pas ultra crédible, je sais pas, hein, j'ai pas été fouillé dans les appartements haussmanniens dans les quartiers de Paris, mais du coup, le fait d'avoir enlevé ça, il peut. C'est ce que tu viens de dire, en fait, c'est exactement ce que tu viens de dire. Nous, c'était notre réflexion, c'était un truc de crédibilité. Ça fonctionne dans le roman de Martin. Ouais. Dans un film, nous, on n'y croyait pas. On se disait, quand on va s'aventurer dans cet immeuble français, les armes, c'est pas dans la culture française. Déjà, intégrer le fusil du voisin du dessous, pour moi, on tirait déjà très large sur ce qu'on a le droit de faire dans un immeuble haussmannien. On aurait pu... Une autre option, c'était le flingue de flic, quoi. C'était, il y a un flic mort dans l'entrée, ou il y a un flic dans les immeubles, et il a son arme de service. Il perd son arme comme ça. Mais moi, j'avais envie d'un fusil, en fait. Donc, j'avais pas envie forcément du 9 mm, le petit pistolet, quoi. Parce que j'avais cette vision qui est déjà dans le livre, hein, tu sais, où il tire, qui est devenu du paintball d'ailleurs, mais dans le livre, il tire pas au paintball, il tire au fusil de chasse sur les zombies. Mais du coup, ça, pareil, c'est de la cohérence. Je me disais, bah non, le mec, moi j'ai joué à Resident Evil, quoi, chaque balle compte. Du coup, tu gâches pas tes balles de fusil pour jouer, quoi. Donc, moi j'avais quand même envie de garder ces scènes-là parce qu'elles me plaisaient. Mais du coup, je trouvais ça crédible de mettre un fusil paintball dans la chambre d'un ado, ça j'y crois. Et du coup, je pouvais quand même garder mes scènes où il tire, ou un des trucs qui l'occupe pendant cette année-là, c'est de tirer sur des zombies, parce qu'en fait, une des questions quand on est sur un roman de ville déserte, c'est quand t'es pas dans les moments d'intrigue, et en plus dans la nuit, il y en a pas tant que ça, je veux dire de plot, d'action, de thriller et tout ça, et ben en fait, on est dans des moments de qu'est-ce qu'on fait quand on est seul et que personne n'est là pour nous regarder, quoi. Ouais. Et je trouve que par exemple, j'ai regardé The Gorge là il y a 2-3 jours. The Gorge, pour moi, c'est un stéréotype de ce que n'importe quel scénariste écrirait à son premier jour sur le scénario. C'est d'ailleurs le mec qui joue aux échecs, il lit en buvant du vin, on est là-dedans en fait, et c'est voilà, nous on a un peu de ça aussi évidemment, hein, des moments où il fume, il boit et tout ça, mais on essayait aussi de trouver des trucs où qu'est-ce qui serait spécifique à cette histoire. Et voilà, et essayer de rester très crédible, très naturel, très réaliste. Réaliste, voilà, exactement. Ouais, bah ça c'est le réalisme fantastique, hein. C'est un héritage qui me parle de raconter des histoires fantastiques auxquelles on croit, ancrées, quoi. Et puis c'est un truc qui existait pas trop. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a eu les French Frayeurs des années 2000, qui étaient des films fantastiques français débridés, complètement justement over the top, quoi, genre Frontières, des trucs comme ça. Et nous, on arrivait avec une culture très justement cinéma auteur, tout en aimant le cinéma de genre. Et là, c'est d'un coup, t'as une génération qui arrive, qui est plutôt Coralie, qui est plutôt aussi Julia Ducournau, avec Grave et Titane. Moi, à mon échelle, avec La Nuit. Mais on sentait un mouvement qui était plus entre le cinéma d'auteur et le cinéma fantastique, avec une forme de crédibilité, de réalisme, de tout ça, de pas être complètement... En même temps, je dis ça, The Substance, c'est complètement débridé. Et puis une volonté aussi de recentrer peut-être sur le personnage, de recentrer sur un lieu. D'ailleurs, ça, le huis clos, il y en a plusieurs des très bons premiers films qui sont des huis clos. On peut citer Assaut de Carpenter, même si c'est pas son vrai premier film, mais je le compte comme un premier film. 12 hommes en colère de Sidney Lumet. On peut en citer. Ah, c'est son premier film ? 12 hommes en colère, c'est un premier film. Oh, il a déjà beaucoup d'expérience à la télé, mais c'est son premier long métrage pour le cinéma. 1957. Je sais pas, d'accord. Réservoir Dogs de Tarantino, qui est aussi une forme de huis clos. C'est inconscient de faire son premier film en forme de huis clos. C'est super conscient. Super conscient. C'est
un conseil que j'ai envie de donner. Moi, je me sentais à plein d'endroits, c'est une bonne chose parce que ça rassure plein de gens. Ouais. Les producteurs, les financiers, tout ça, ils se disent bon, c'est pas un film qui va coûter 20 millions. Et moi, il y avait une sorte pas d'humilité, mais c'est pas le mot que je cherche, mais un truc dans le genre, qui était c'est mon premier film, moi je veux juste un décor, un personnage, et je vais essayer déjà de m'en sortir avec ça avant de faire un truc choral, quoi. Okay. Et la corde, c'était plus ça déjà, j'avais 6-7 personnages, et d'ailleurs c'était pas complètement maîtrisé aussi, hein, parce que peut-être c'était trop gros pour moi. Là en tout cas, sur un personnage, je crois que j'arrivais à m'en sortir. Sur mon deuxième film, là j'en ai 2. Et attention, c'est pas peut-être que sur le troisième. Voilà, et on y va petit à petit et on fait ce qu'on sait faire. C'est aussi pour des facilités de logistique, le huis clos, le fait de. Je sais pas si tout a été tourné au même endroit, mais je sais pas si c'est un vrai immeuble. Non, on a 3 immeubles. Ouais. Ok, il y a 3 immeubles. Un mélange de 3 immeubles, ouais, avec globalement, je dirais, les 3/4 du film tourné dans un immeuble vide qui se situait vers les Tuileries. Ok. Et le toit de l'immeuble se trouve boulevard Saint-Germain et l'extérieur devant l'immeuble, tout ça se trouve à Port-Royal devant le Crous là. Ok. Pour ceux qui connaissent Paris, voilà, il y a 3 décors et quelques scènes qui sont faites des scènes de studio, mais qu'on a faites dans l'immeuble. On a recréé comme un mini studio dans certains, genre la chambre dans laquelle il s'endort et qui devient un peu sa chambre et tout, n'existe pas en fait. C'est un lieu qu'on a créé. On avait une sorte d'immeuble qui était notre studio en fait, où on faisait un peu tout. C'était très puis, cool. J'imagine des plans complètement truqués, comme le plan zénital du toit où il court. C'est du. Ouais, ça c'est ouais, bien sûr. Ouais. Il court Jardin du Luxembourg et après c'est. Ouais. Il est détouré et remis sur le toit. C'est un vrai plan au drone, j'imagine, ou quelque chose comme ça. Et il est. Non, il y a très peu de choses de vrai. Lui est filmé au drone, en train de courir. Ouais. Après, il y a un plan de l'immeuble, mais qu'en fait cet immeuble n'existe pas vraiment parce qu'il n'est pas isolé comme il l'est dans le film, c'est-à-dire comme une île déserte. Ouais. C'est un immeuble qui est rattaché à une série d'autres immeubles. Enfin voilà. En fait, ce plan-là, c'était hyper important pour moi parce que c'est le plan qui établit le décor dans la tête du spectateur pour le reste du film. Et c'était un plan vraiment, un passage obligé total du film pour moi. Parce qu'après, je suis tranquille en fait. Après, le spectateur, il a compris qu'il est sur une île déserte et qu'on peut pas en sortir. Et c'est des trucs dont on est habitué dans un film américain, mais quand on fait un film à moins de 2 millions, ça coûte très cher de faire ça et tout ça, donc faut se battre un peu pour avoir ces plans-là, et on aurait vite fait de pas les avoir et d'avoir un spectateur qui comprend rien. Pourquoi le mec il passe pas dans l'immeuble d'à côté ? Passerelle, bien sûr. Ouais. Et puis c'est un plan qui est visuellement qui est très fort en fait. C'est un film qui a hauteur de personnage, et là c'est un des rares moments où on quitte disons l'épaule du personnage, quoi, où on est un peu. Il y a un 4e toit dont je viens de me souvenir, c'est le toit de la fin, le toit depuis lequel il saute. Qui là est rattaché à d'innombrables autres toits, d'innombrables autres possibilités. Ouais, et ça c'est le toit du BHV dans le Marais à Paris. Ok. Ce plan qui s'éloigne du personnage, c'est assez paradoxal, il s'éloigne, mais c'est un plan qui appuie son isolement. À la fois c'est très loin, mais et en même temps ça lui montre à quel point il est tout seul. C'est un peu la règle ultime pour moi de mise en scène en fait. C'est je sais pas si t'as lu Making Movies de justement Sidney Lumet. Bien sûr, oui. Et il parle de ça, qui est une de mes lois fondamentales, c'est-à-dire il passe tout au travers le filtre de sa thématique. Ouais. Mais que ce soit la couleur des costumes comme n'importe quel choix artistique en fait dans le film. Et c'est une règle que j'applique à moi-même. Et là tu viens de me dire, on pourrait se dire mais on quitte la mise en scène et tout ça, on fait un plan machin. Oui, mais il répond à la thématique du film, donc il est important. Donc on peut pas s'en passer. Et en fait c'est une règle, ça facilite vachement le travail d'avoir cette règle parce que en fait du coup tout passe à travers le thème, la boussole, on appelle ça comme on veut suivant les livres auxquels on se référence, mais c'est quelle est la question fondamentale du film en fait, et du coup si ça titille cette question-là, c'est quelque chose d'intéressant. Ouais. C'est intéressant parce qu'il y a quelques semaines à peine, on faisait un événement
dans le cadre des Nuits de la lecture, où on a projeté Running on Empty, à bout de course, de Sidney Lumet, avec River Phoenix, une sorte de road movie. Je suis pas sûr d'avoir vu. C'est une famille qui est recherchée par le FBI parce qu'elle a fait péter une usine à napalm dans les années 60-70. J'ai vu ça. Et donc là, on suit cette famille avec cet enfant donc River Phoenix, il a 16-17 ans dans le film, et il paye le prix en fait des combats de ses parents. Et donc la question centrale du film, c'est qui paye les engagements et les passions des parents, eux-mêmes, mais également les enfants qui n'ont choisi ni ses passions ni ces engagements-là, quoi. Je me souviens qu'il en parle dans son livre. Ouais, je me souviens de cette question, de l'héritage des parents. Ouais. Et du coup, dans La nuit a dévoré le monde, c'était quoi la question du film? Je sais pas si je posais une question, mais en tout cas, le sujet pour moi, c'était l'incapacité à communiquer avec les autres. Ok. Mais je le formulais plus comme ça que comme une question, en tout cas. Okay. J'étais sur le sujet justement de l'isolement et de la misanthropie, en fait. Ouais. Et c'est là où la thématique du zombie marchait bien pour moi, c'est que, en fait, pour lui, les autres ont toujours été des zombies, quoi. Et le chemin du personnage, c'était d'aller vers les autres, je crois. Un truc comme ça. D'ailleurs, on le voit bien. Je ne sais pas si c'était voulu, le parallèle entre les premières scènes de la soirée et la scène vers la fin du film, lorsqu'il rentre dans l'appartement en fumée. Il est tout aussi isolé et il cherche à ne pas avoir de contact avec les autres, aussi bien au début qu'à la fin, quoi. Oui, bah voilà, en fait. Mais en général, c'est valable pour toutes les scènes. C'est-à-dire que j'essayais de faire en sorte qu'elles parlent toutes de ça. Ouais, d'accord. Ouais, et même dans les choix de mise en scène en général, même si ma chef-op Jordan n'aime pas trop ces conversations-là, elle aime pas quand ça, même si c'est une chef-op très auteur et tout ça, elle aime pas trop quand ça devient, tu sais, tu fais un plan pour des raisons intellectuelles et tout. Elle, okay. Non mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que l'acteur fait, et qu'est-ce qu'on doit montrer, plus que elle aimait pas trop quand moi j'argumentais sur oui, mais tu vois ça résonne avec la thématique et tout. Et non mais vas-y, déjà on va filmer ce qui se passe. Calme-toi. Plus terre à terre un peu. Ouais, elle est notamment enseignante dans les écoles de cinéma et tout ça, et je crois qu'elle a ce truc-là avec les élèves qui ont très vite fait de plaquer des choses sur des. Ouais. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut aussi filmer les choses, quoi. Je veux dire, moi, je me souviens très bien de l'époque justement des études de cinéma et tout ça, et c'est vrai que je me souviens d'élèves qui projetaient des trucs de malade mental dans des plans et et le spectateur n'avait jamais accès à ça, quoi. C'était genre, bah non, en fait, on voit pas du tout ce que tu racontes. Il faut aussi rester humble par rapport à ça, évidemment. Avoir le bon équilibre entre le concret et la métaphore, quoi. Enfin, exactement. Garder une histoire à raconter, c'est ça le plus important. Et en fait, oui, si tu as des choses à dire, et il faut avoir une thématique et tout ça, mais en fait, faut pas oublier que c'est quelque chose qui se passe derrière. Là, c'est vrai que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est quelque chose c'est de l'ordre de l'arrière-plan, c'est de la cinéphilie, c'est de la. À la base, le film n'est pas projeté pour ce genre de spectateur. Il va être montré à des gens qui veulent juste qu'on leur raconte une histoire. Et cet aspect-là du film, ils n'y auront pas accès. Probablement, c'est pas il n'y a aucun jugement de valeur. Oui, c'est pas du mépris, mais non, je vois ce que tu veux dire. C'est pas du tout du mépris, vraiment pas. C'est plus que moi, je vois ma mère, quand elle regarde un film, elle se pose pas toutes ces questions-là et elle est. Parce que voilà, elle est pas plus cinéphile que ça. C'est un peu mon maître étalon. je vois ce qu'elle capte de mes histoires ou pas, et puis par rapport à ce que moi j'ai voulu y mettre. Et en général, on est déçus. Hein. Je veux dire, en général, on met plein de choses dans nos films que les gens ne verront jamais. D'ailleurs, la plupart du temps, ils sont en train de manger un yaourt pendant qu'ils regardent notre film, donc ils n'ont pas accès déjà à toutes les images et à tout le son. Mais l'isolement, ça a l'air d'être quand même une thématique qui file, parce que mine de rien, c'est mon sujet. Dans La vitesse du passé, où les deux personnages du couple sont chacun isolés par ces différentes dimensions temporelles. On a évidemment Sam dans La nuit a dévoré le monde, et même dans La corde. Alors, on suit une communauté de scientifiques, mais déjà, elle est séparée. Et puis surtout, ils sont séparés du reste du monde et d'un potentiel. Oui, et puis mon personnage principal, ça reste. Il y a Suzanne, mais en vrai, moi, c'est plus Tom. Oui. Et il finit tout seul dans le désert. Oui. Avec encore plus de questions que de réponses. Avec plus de questions que de réponses. Ouais, voilà. Donc, et Suzanne, d'ailleurs, finit seule aussi, hein, même s'il y a une petite lumière de romantique, mais en réalité,
elle finit avec le cadavre de son mari. Ouais. Trick sur la. On est seul et on mourra seul. Oui, très nihiliste, tout ça. Mais je pense que c'est un truc très blanc européen de ma génération. Ok. Comme je te disais, le côté Anders, le côté mélancolique, le côté très mélancolique, un poil émo, tu vois. Genre, je sais pas si ça parlera aux gens les émos, mais aurais-tu eu une phase émo début 2000 ouais, mais pas gothique, mais émo, genre Postal Service et tout ça, genre Iron and Wine et les films de Zach Braff, genre Garden State, tu vois, genre émo dans ce sens-là. Ouais. Oui, mais genre Eternal Sunshine of the Spotless Mind, tu vois. Exactement, genre voilà, il n'y a pas de Dieu, on mourra seul et si tu essaies de trouver l'amour, ça va mal se passer. Tu vas être déçu. Ouais. D'accord, ok. Voilà. Mais ce que je dis, c'est très blanc existentialiste, c'est-à-dire que en vrai, c'est aussi parce qu'on avait le temps de se poser ces questions-là, quoi. Ouais. Je sais pas si c'est encore le cas aujourd'hui. Le monde a changé. Il y a des. Le monde a changé et puis pour le coup, ça fait quoi d'avoir sorti un film sur l'isolement et le confinement d'une personne à peine 2 ans avant l'isolement et le confinement de toute la population française mondiale. Évidemment, j'ai pas du tout vu venir ça et tout ça, mais vu que mes histoires, elles font appel à un sentiment que j'ai par rapport au monde, tu vois. Et donc, l'isolement dans les grandes villes, ça reste un sujet du film, tu vois. Au-delà du côté très intime et tout ça, il y avait quand même un sujet avec se sentir seul, entouré de millions de personnes. D'où le choix de Paris, notamment, j'imagine. Exactement, oui, qui est une des villes les plus denses au monde, ouais. Et néanmoins dans laquelle on peut ressentir une extrême solitude. Ouais. Donc ça, c'était un sujet. Et après, c'est l'inconscient collectif, tu vois, le fameux truc de, en fait, on a tous les mêmes idées, les idées sont là, et machin, et je pense que il y avait un truc qui se dessinait de, je sais pas, ça c'était dans l'air, quoi, ce truc de s'isoler, enfin, je sais pas, le confinement, finalement, je sais pas, c'était pas, ça, je me demande si c'était pas dans notre esprit déjà là, un peu quelque part. Et j'imagine que ça n'a pas été en s'améliorant. Sans rentrer dans de la psychologie, hein, mais tu veux dire quoi, l'isolement dans les grandes villes ou même le sentiment intérieur d'isolement, de sentir un peu à l'écart du reste de la population. Alors moi, dans mon cas personnel, ça s'améliore, mais parce que j'ai fait une thérapie. J'ai vu un psy pendant plusieurs années, donc ça va mieux. Mais je pense que c'est un sujet qui touche de plus en plus de monde, bien sûr, et que si des gens ressentent ça. Aller chercher de l'aide, ça aide vachement, ça fonctionne. De l'aide professionnelle, je veux dire. Allez pas voir un gourou bizarre. Ou variante du goût. Oui, la variante, ça serait un coach en développement personnel. Fuyez ça à tout prix. Est-ce que c'est ce que tu as voulu projeter dans tes zombies à toi? Parce que les zombies, finalement, c'est un écran blanc sur lequel les auteurs projettent ce qu'ils veulent, hein. Enfin, on parlait tout à l'heure des films qui feront l'objet de notre prochain podcast. Chez Romero, par exemple, c'est tantôt le racisme, tantôt le capitalisme, le consumérisme. Ça peut... C'est mon préféré, moi, le retour des morts vivants, enfin le 2, quoi, qui se passe dans le centre commercial. Le zombie, je trouve que c'est une des meilleures occurrences du zombie, quoi. Le zombie consumériste qui continue d'aller au supermarché et tout. Je trouve que c'est un des trucs qui résonne le mieux avec les zombies. Ouais. En tout cas, à cette époque-là, en plus, on était à l'explosion des malls et des hypermarchés et tout. C'est peut-être moins vrai aujourd'hui, mais en tout cas, quand on regardait ce film-là dans les années 80-90, il y avait un truc, ça résonnait parfaitement, quoi. Et le premier, c'était le racisme, quoi, avec des flics qui pensent tuer un zombie, mais qui en fait tuent un noir américain. Oui. Qui pensent tuer un zombie, on se pose la question. Enfin, eux, se ne la posent pas de savoir si c'est un zombie ou pas, visiblement. Les critiques de cinéma se la posent en tout cas, mais dans le film, je crois qu'on peut leur accorder le. Non, bon, je sais rien.
Et puis il y a d'autres films, je sais pas si tu as vu Fido, il me semble que c'est un film canadien, voilà, donc où là c'est plutôt le salariat, voire l'esclavage, hein, ce qui rejoint avec la figure comment primaire du zombie, hein, le vaudou qu'on maraboute pour en faire ce qu'on veut. Typiquement c'est un esclave, hein, c'est un peu ça. Alors, je suis pas du tout spécialiste. Je crois qu'il y a une expo en ce moment au Quai Branly sur les zombies, justement. Sur les zombies, ouais. Il paraît qu'on m'a dit que ça parlait notamment des origines et tout ça. Et moi, je crois qu'à l'époque, j'avais vu White Zombie, je crois, il s'appelle, qui est un des premiers films de zombies, qui est là-dedans, en fait, qui est dans la tradition vaudou et qui est dans... En fait, on faisait prendre des drogues à des gens, on les enterrait, c'était comme un rite, et ils se réveillaient comme s'ils étaient revenus des morts, alors qu'en fait, c'est genre, ils avaient pris un truc un peu qui les avait endormis. Ouais, voilà, ils avaient eu 3-4 alus, machin, mais alors, je sais plus si c'était genre en libération de on est des esclaves et on se libère de ça, ou alors si c'était parce que je trouverais ça vachement tordu si c'était des comment on appelle ça, ceux qui exploitaient les esclaves. J'arrive pas à trouver le terme. En tout cas, si c'était eux qui faisaient ça, je trouvais ça vraiment d'accord, ok, oui. tordu. Donc je sais pas exactement où ça se situe, mais oui, on est d'accord, ça vient de... le zombie vient de là, ouais. Ouais, et puis même dans les années 80-90, l'explosion on va dire de la source contagieuse, épidémique du zombie, le sida. Qui colle, je pense, avec la paranoïa entre guillemets, hein, qui est tout à fait là, je crois que c'est le prochain film de Julia Ducournau est là-dessus. Ok, d'accord. C'est sur l'explosion du sida, mais elle prend l'angle du film de fantôme. D'accord. Okay. Mais on est là-dedans, ouais. On est dans le virus dont tout le monde a peur. D'accord, ok. Elle connecte le sida avec le film de genre. D'accord, ok. Et toi, du coup, le zombie de La Nuit a dévoré le monde, qu'est-ce que tu projetais là-dedans? C'était c'est ce que je te disais tout à l'heure, hein. Pour moi, c'était vraiment mon rapport aux autres. Hein, c'était le côté, comme le personnage, vraiment pour lui, les zombies, c'est l'autre, quoi. C'était des humains, les humains sont comme ça déjà de base, quoi. D'accord. Ça incarnait son isolement, quoi, social, mental. Ça incarnait son incapacité à connecter avec les autres. Ok. Je vais tenter un truc technique. Je vais essayer de diffuser un écran pour que je puisse te faire écouter un petit son d'une quarantaine de secondes, cinquantaine de secondes. Hop. Vas-y. C'est un court fichier de 50 secondes où en fait j'ai fait un mash-up des 3 films, donc le jour des morts, 28 jours plus tard, et La Nuit a dévoré le monde. Ok. J'ai repris quelques répliques. Mash-up pour moi ça mélange. Ouais. Oui c'est ça. J'ai repris quelques répliques choisies de ces 3 films là. Hello? Hello? Hey! Y'a quelqu'un? Hello? Anyone there? Y'a quelqu'un? Hello? Y'a quelqu'un? Montrez-vous! Répondez-moi! Hello? Hello? Anyone there? Y'a quelqu'un? Hello? Alors c'est marrant, ça me rappelle un truc que tu sais peut-être pas à propos du film. Plein de gens qui le savent pas, c'est que il existe 2 versions du film. Mm-hmm. Ouais, tu savais ça. On a tourné toutes les scènes dialoguées en français et en anglais. Et donc là, quand j'entendais il y a quelqu'un, il existe aussi une version anglaise, où il le fait en anglais. Ouais. Anyone there? Que t'as avec les autres films. C'était quoi la musique? C'est la musique de Le Jour des Morts Vivants. J'ai repris l'OST de Jour des Morts Vivants et du coup j'ai fait cohabiter Cillian Murphy, Anderson. Ouais. C'était pour évidemment, enfin c'est sur une petite réplique, hein, mais est-ce que quand tu fais ton film des zombies, tu te dis qu'il y a des choses que tu veux éviter, des choses qu'on a trop vues, des choses que tu veux éviter, ou au contraire, est-ce qu'il y a des choses
c'est le passage obligé, t'es obligé de l'inclure dans ton film. Les deux, les deux en fait. Les deux, c'était un gros sujet de conflit avec Guillaume, le scénariste, qui a travaillé sur ce film, qui lui, quand je disais ça, genre on l'a déjà vu, il me disait oui mais pas en France. Et moi, c'était un argument que j'avais du mal à entendre, parce que je lui disais oui mais moi mon film je le fais pas pour les Français, je le fais pour le cinéma entre guillemets, genre pour qu'il soit, il va rentrer dans c'est un film que je fais et qui j'espère sera vu par d'ailleurs des spectateurs de plein de pays et machin, donc je fais pas ce film pour le spectateur français uniquement. Et alors que lui il avait souvent cette réflexion là, d'ailleurs ça se sent un peu dans sa filmo de scénariste. Il a fait beaucoup de films qui je trouve sont des variantes de films qu'on a déjà vus aux États-Unis. Parce que lui il a vraiment pas de problème avec ça, et si tu regardes je pense notamment à un film qu'il a écrit qui s'appelle Un homme idéal, réalisé par Ryan Gosling. C'est un film je trouve qui existait déjà dans une version américaine quelques années auparavant. Après évidemment il y ajoute une touche française et tout, et il était vachement là-dedans de oui mais on fait un film de zombies français. Et moi, j'étais non, moi, je fais un film de zombies tout court. Donc, il y a des choses que je veux pas faire parce que j'estime que, voilà, on les a déjà vues plein de fois partout. Et en même temps, c'est quoi ma spécificité? Qu'est-ce que moi je raconte? Et du coup, quelle scène il y aura dans mon film qu'il y aura pas dans les autres? Et en même temps, voilà, il y a un truc que j'ai pas complètement réussi, d'ailleurs, c'est une générosité envers le spectateur de zombies, ou en tout cas envers le spectateur de cinéma fantastique. J'admets ne pas avoir complètement été bon là-dedans, de savoir satisfaire le côté je vais voir un film de série B, quoi. Avec peut-être notamment, je pense qu'il manque le plus au film aujourd'hui pour moi, c'est l'humour que j'aurais dans ce genre de film normalement. Et La Nuit des Volmeaux, c'est un film qui est pas très drôle. Et il aurait gagné, je pense, à avoir des notes d'humour un peu plus présentes. D'accord. Voilà. Et je trouve qu'en plus c'est très présent dans le livre de Martin. Le livre est très drôle. Martin a beaucoup d'humour dans son écriture et j'ai pas su faire ça. Aujourd'hui, si je le faisais aujourd'hui, je chercherais plus ça. Ok. Plus d'éléments comiques. Ouais. J'ai assisté à je sais pas si tu y étais, mais à Fincher à la Cinémathèque là quand il est venu présenter The Killer, et il a dit un truc que je trouvais tellement juste à ce sujet-là. Quelqu'un lui posait la question justement de l'humour dans The Killer, au milieu de scènes très très violentes, qui est un film par ailleurs, moi comme il sait le faire, quoi, extrêmement violent, mais à la fois avec une sorte d'humour noir et tout ça. Et sa réponse c'était en fait, en anglais il disait you owe it to the audience, tu le dois au public. C'est-à-dire que c'est même pas un truc, c'est pas un choix en fait, c'est même pas un choix que t'as. C'est que si tu proposes une tension et un certain niveau de tension et de violence, c'est ton devoir de relâcher ça en fait, de rééquilibrer. D'offrir un relâchement par rapport à ça. Une blague, c'est l'outil parfait pour ça. Ça peut être autre chose, mais en tout cas, tu le dois au spectateur du relâchement. Tu peux pas le maintenir. Et même des films comme Uncut Gems, je le dis très mal à chaque fois, donc j'essaie de bien distinguer les mots, parce que quand on le dit, les gens ont du mal. Et t'as dit quoi? C'est un film qui maintient une tension permanente, de la première minute jusqu'à la dernière, a quand même ces moments de relâchement, comme la scène de texto avec la meuf, où il est dans un placard et il envoie des textos à sa meuf. Des scènes comme ça qui relâchent, qui sont drôles et qui permettent d'accepter la violence du film. D'accord, ok. Et je crois que c'est une des erreurs de La Nuit, de pas avoir. J'avais pas compris ça, je pense, à ce moment-là. A posteriori, tu dirais que t'as été trop radical dans ta proposition de film, quoi. Non, c'est des choix en fait. C'est pas forcément de la radicalité, mais c'est. J'ai pas vu qu'il manquait ça en fait. Et c'est quelque chose sur lequel je fais vachement attention là sur mon deuxième film, qui a aussi beaucoup de moments de violence. Et j'essaie de contrebalancer un peu plus avec des moments d'humour, mais ça reste de l'humour noir, hein, c'est pas. Oui, bien sûr, j'aime bien. C'est pas potache et tout ça, ça pourrait, mais ça ne l'est pas en tout cas. La référence ultime étant les frères Cohen, quoi, de réussir à faire No Country for Old Men, qui est à la fois atroce et drôle, et extrêmement drôle. Et si je reste sur les zombies, c'est aussi quelque chose du coup que tu referais différemment, c'est d'en montrer plus dans
dans ce que attendent entre guillemets les spectateurs de films de zombies, sur le côté peut-être gore, sur le côté confrontation avec le personnage. C'est dur à dire parce que la vérité c'est qu'on avait plus de scènes dans le scénario original. Et puis à un moment donné, j'étais quand même limité par l'argent que j'avais et c'est les choix à faire. Et je dis ça, j'ai des copains qui sont battus sur leur film en mettant l'action en avant et les effets en avant, c'est-à-dire en disant, moi j'ai priorisé dans la préparation du film le temps que j'avais avec Anders de jeu. Ok. J'avais beaucoup de temps consacré je savais qu'il allait être seul et tout ça et je voulais que le jeu soit bon et que je voulais avoir du temps pour ça et c'est des choix parce qu'à un moment donné j'aurais pu dire en fait on va condenser toutes ces scènes de jeu dans 2 jours et puis on va prendre 3 jours pour faire cette super cascade que je rêvais de faire et tout ça. On a quand même réussi à en faire quelques-unes, mais il y a vraiment des grosses séquences qu'on sautait de zombies, de purs zombies, avec notamment le personnage qui est à la fin dans les escaliers qui court après Anders, qui est un zombie qui a un bras en moins. Oui. Qui est joué par le gars qui s'appelle Lucky Love, qui a fait la cérémonie d'ouverture des Jeux. D'accord, ok. Ah oui. Ouais. Ah ben je l'avais pas reconnu dans le film. Mais lui, il avait toute une séquence qu'on a répétée, alors que j'ai sur mon ordi en mode filmé à l'iPhone. Okay. Qui était un des étages de l'immeuble qui n'existe pas dans le film final, mais qui était dans le scénario où Anders rentrait dans un appartement et un zombie était attaché dans son appartement et allait s'arracher le bras et du coup Anders se retrouvait enfermé dans une pièce avec le zombie au bras arraché. Il y avait tout un jeu de trouver le moyen de sortir de la pièce, un jeu de chat et de souris, de close combat et tout ça, qui était vraiment une scène de pur zombie. Et puis, au final, un bras arraché, il m'en fallait plusieurs parce qu'on peut pas s'en contenter d'un seul. Un bras, c'était 10 000 €. Donc, pour faire la scène, il fallait 3 bras, c'était 30 000 €. Et ça, c'était juste pour les bras. Après, le temps de tournage, les effets et tout ça. Et en fait, c'était une scène qui coûtait très cher sur un film dont le budget, c'était je crois que c'était 1,8 million à la fin, je crois. D'accord. Peut-être 2 millions. Mais... Donc, quand on commence à arriver dans des 100 000, 200 000 € la scène, ça devient, en fait, c'est des choix. Oui, ils disent ok, on peut la faire, mais par contre, il va falloir supprimer autre chose à côté. C'est des choix de balancier. Donc, comme je disais, moi, j'ai plein de copains qui ont fait des films de genre. Eux, dans ces choix-là, ils ont priorisé les effets. Ils ont dit non, mais en fait, moi, je veux le pied qui explose, la tête qui explose, et machin. Donc, moi, j'ai fait d'autres choix. Voilà, c'est différent. C'est pas pour autant qu'on ne voit. Enfin, on voit qu'il y a du travail de maquillage, de prothèse. Bien sûr, travail, pour autant on voit à fond. Non, il y a des scènes, mais il y aurait pu en avoir plus. C'est ça que j'essaie de dire. Et d'ailleurs, le choix à la fin, c'était quand on était tout ça se passait 2 semaines avant le tournage, sur un film qu'on a préparé pendant des années. Et donc c'est très dur d'enlever des choses à ce moment-là. Et là justement, c'était Guillaume qui m'avait aidé. Il m'avait aidé à ce moment-là en me disant, mais tu vois, cette scène-là, elle fait pas avancer le personnage, Ouais. Donc il est exactement le même avant et après. Donc peut-être que t'en as pas besoin. D'accord. Et donc c'est comme ça qu'on a décidé de couper cette séquence. Et j'ai quand même gardé, vu que j'aimais beaucoup ce qu'on avait fait avec Lucky Love. Je lui ai demandé de revenir pour faire cette séquence de fin dans les escaliers où j'ai créé un tout petit moment où il se tourne autour dans une pièce, et voilà, qui était une sorte de version toute petite de la scène qui était à la base dans cette chambre. D'accord, ok. Ouais. Quand Anders et moi on a décidé de faire le film ensemble, j'ai passé une semaine chez lui à Oslo. Ok. Je me suis fait inviter. Et l'idée c'était de faire connaissance et puis parce que moi j'avais envie que le film, moi il me ressemblait beaucoup, le film. Il ressemble aussi à Martin qui a écrit le livre, mais il ressemble aussi à Anders. Ouais. Et les cassettes, c'est un de ces trucs-là, c'est que c'est des vraies cassettes qu'il a enregistrées quand il était petit. D'accord. C'est pas un truc qui a été créé, enfin ça a été utilisé dans le film, mais c'est un truc qu'il a créé lui petit, c'est sa vraie voix d'enfant qu'on entend. Ok, d'accord, ok, super. Et en fait, donc c'est des cassettes qui existent vraiment, qu'il a chez lui et qui étaient très importantes pour lui. Et donc pour moi, c'était crédible dans ma tête à moi et dans mon c'était pas dans le scénario original, c'est ce que je veux dire. D'accord, ok. Donc à un moment donné, c'est lui, en fait, il vient chercher ça chez son ex dans la soirée au début.
parce que il se fout du reste, mais ses cassettes, c'est méga important pour lui, quoi. Et donc il va les chercher, et puis après ça devient un élément, comme je te disais tout à l'heure, de faire émerger la backstory du personnage de façon détournée. Oui. Sans avoir recours à la voix off, machin. Bah, du coup, voilà, les cassettes, ça permettait de rentrer un peu dans qui est ce gars. Voilà. Ok, et puis c'est un objet qui à la fois, c'est ce qui le fait venir dans la soirée au début du film, et potentiellement ce qui le sauve, hein, parce que peut-être que dans une autre circonstance, chez lui, dans son appart, il aurait peut-être pas eu le même sort. Et puis à la fin, c'est ça qui déclenche la sirène d'incendie, et qui précipite un peu l'arrivée des zombies dans l'immeuble. Donc finalement, la boucle est bouclée avec les cassettes, quoi. J'imagine qu'il y a eu des doublures cassettes, c'est pas les vraies cassettes qu'on brûle à la fin. Bien sûr. Il y a aussi une caractéristique particulière de ton zombie, c'est qu'il est muet. On n'a pas les râles, on n'a pas les grognements classiques des films de zombies, et on n'a pas les grognements qu'il y a aussi dans le livre original de Martin Page. Ça, c'était aussi cette volonté de réalisme, de montrer autre chose que alors oui, une des questions qu'on se pose si on parle à des cinéphiles de zombies, une des questions qui arrive très vite en général, c'est est-ce que tu as des zombies qui courent, qui marchent, qui sautent, qui ont une force surhumaine et tout ça. Alors moi, ma théorie, c'était l'angle du réalisme, donc ils ont exactement la même force qu'ils avaient quand ils étaient humains, et du fait qu'ils sont morts, ils respirent pas, donc il n'y a pas d'air, donc il n'y a pas de voix. Ouais, ok. Et ça nourrit la thématique du silence aussi, et du son, qui est très importante dans le film. C'est ça aussi qui a nourri toujours avec cette idée peut-être de thème central qui détermine tous les composantes du film. C'est ça aussi qui a aussi décidé de pas faire du personnage un écrivain comme c'est dans le livre, mais d'en faire quelqu'un. Alors, on ne sait pas trop son métier réel, mais il est dans la production. Dans la musique, quoi. Voilà, dans la production musicale. Le fait de faire un musicien réduit au silence, parce que pour le coup le son et la musique, c'est un stimuli pour c'est-à-dire que aussi une des caractéristiques qu'on ajoutait, c'était que les zombies étaient attirés par le bruit. C'est ça. Donc c'était leur élément déclencheur. C'est-à-dire c'est pas toujours le cas, hein. C'est pas dans ça peut être l'odeur, ça change. Oui, tout à fait. Là, le fait de faire un musicien réduit au silence, parce que alors on verra qu'il respecte pas cette précaution, mais dans le film, le musicien réduit au silence, qu'est-ce que ça veut dire, un monde où déjà il y a plus de personnes pour écouter ta musique, mais en plus si tu la joues, tu te mets en danger. Oui, tu mets en colère les zombies. Ça nourrit sa paranoïa et ce côté le monde est contre moi et tout le monde me déteste. D'ailleurs, il faut attendre 40 minutes de film pour avoir les premières vraies répliques du personnage. Enfin, hormis évidemment les premières scènes dans la soirée, etc. Ensuite, il y a un très long passage où, à un moment donné, j'ai cru que ça a été une des hypothèses du film, quand on l'a créé au début. De faire un film muet totalement. Je parlais de références au tout début. Une des grosses références, c'était aussi All Is Lost de J.C. Chandor avec Robert Redford. Ok. Où le gars est seul sur son bateau pendant tout le film, et il y a un seul dialogue, et vu que ça apparaissait, ce dialogue, théoriquement aux 2/3 du film, il l'a mis dans le générique d'intro du film. Et en fait, ce qui fait que on n'entend pas le dialogue quand il est censé arriver aux 2/3 du film, et ce qui fait qu'on a une expérience de film entièrement silencieux, sans un seul dialogue. Moi, ça m'excitait énormément de faire ça. Et puis à un moment donné, l'histoire s'est imposée, on pouvait pas ne pas avoir l'intro, et puis j'avais envie de faire arriver ce personnage féminin à un moment donné, et je me voyais pas faire tout ça dans le silence, quoi. Donc, mais ça aurait été un autre film, où il n'y avait pas cette soirée au début, et où il n'y avait pas de personnage féminin à la fin, et qui était 100% île déserte, voilà. Une proposition encore plus radicale. Qui serait à faire peut-être, pourquoi pas. C'est aussi les personnages secondaires, et donc Sarah, mais aussi le personnage qui est interprété par Denis Lavant, qui a imposé le fait qu'il parle, ou au contraire, vous vouliez finalement qu'il parle, et du coup vous avez ajouté ces personnages-là. Non, le personnage de Sarah, il est déjà un peu présent dans le livre. Moi, je l'ai traité de manière différente,
mais c'était un élément de l'histoire important, quoi. C'est-à-dire un autre humain à un moment donné, quoi. Denis, c'était plus, il avait deux fonctions. C'était, en tout cas Alfred, comme il s'appelle, je crois, dans le film, il avait deux fonctions. C'était d'une part le ballon de Wilson dans Seul au monde. Dans Seul au monde, et un peu le zombie du jour des morts vivants, qui était ce zombie qui a une légère conscience humaine, qui a encore des fragments de sa vie passée, on va dire, ou un truc dans le genre, qui est plus humain que certains humains. Ouais, voilà, un tout petit peu, et un peu la fonction du père aussi. C'est là où on essaie de dire des choses de la backstory du personnage sans avoir recours, en essayant d'avoir recours à d'autres façons. Et pour moi, son rapport à Denis évoquait son rapport avec son père. C'était ce que je me racontais, en tout cas. D'accord. Notamment sur la fin où il le laisse entrer dans l'appartement et il referme l'appartement. Oui, c'est une scène qui gêne. Quand à l'époque où je montrais le film beaucoup et tout ça, on parlait souvent de cette scène parce que plein de gens étaient gênés par le fait qu'elle soit pas premier degré film de zombie. C'est-à-dire, les gens comprenaient pas que il attaque pas. L'instinct zombie de ce personnage, fait qu'il attaque pas Anders. Et moi, souvent, je disais, moi, en fait, j'ai envie de privilégier l'émotion à ce moment-là plutôt que le zombie. Et pour moi, il lui reste de l'humanité justement dans Zombie. Et là, c'est plutôt l'humanité qui prend le dessus. Et il veut juste rentrer chez lui. Et c'est tout. Et oui, c'est une façon pour Anders de dire adieu à son père, en tout cas. Je crois qu'on a gardé un peu ça, mais dans le livre, il en parle beaucoup plus de ce que se dit le personnage de ses parents, en tout cas. Mais vu que le livre est un journal de bord, donc c'est une voix off permanente. C'est souvent ça, hein. D'ailleurs, quand on fait des adaptations, on a affaire à le roman, par essence, c'est la pensée de quelqu'un. Donc, on est tout le temps dans la tête de quelqu'un. Et un film, on regarde cette personne, donc on n'est pas du tout dans sa tête. Donc, souvent, l'adaptation fait défaut à ce niveau-là, et il faut trouver d'autres moyens de dire les mêmes choses. Et donc, voilà, on a recours à des trucs comme ça. Tellement bienvenu de ne pas avoir mis de voix off, parce que c'est parfois un peu l'outil de facilité, entre guillemets, pour montrer la psyché du personnage. Là, de faire ça peut être aussi génial. Hein. Oui, non, mais ça peut très bien fonctionner. Mais là, d'avoir fait du show don't tell, on montre. À vous de le comprendre tout seul, entre guillemets. On va pas vous le dire. C'est peut-être un film c'est un film un peu exigeant. Peut-être un peu trop, par ailleurs. Ça peut être aussi un autre défaut du film. Si c'est pas un film qui est regardé genre avec attention, je pense qu'on peut facilement passer à côté et facilement se dire putain, c'était vraiment trop de la merde, il se passe rien, quoi. Et parce que c'est un film qui est pas généreux avec le public. Il demande de s'asseoir, de l'écouter, de le regarder, et c'est pas un truc très moderne. Aujourd'hui, les films ont plutôt tendance à forcer le spectateur par des trucs, le forcer à regarder, quoi. C'est-à-dire, attention, je suis là, regarde-moi. Et là, on est dans un film, et c'est franchement peut-être une erreur, hein, qui est plutôt genre, si tu me regardes pas, tant pis pour toi. Moi, je trouve que c'est précieux, hein, de conserver un cinéma comme ça, qui peut paraître exigeant, mais c'est quand même bien de garder un niveau d'exigence et de qualité haute. Je pense que l'idéal, c'est de savoir faire les deux, en fait. Oui, c'est sûr. C'est ça ce qu'il faut, je pense, ce que j'aimerais réussir à faire à l'avenir, c'est garder le niveau de cinéphilie et du côté des films qui nous prennent pas pour des cons, quoi, tout en trouvant des moyens d'être satisfaisant pour un spectateur que ça intéresse pas. Être plus accessible, entre guillemets. Ouais. Tu vois, il y a des réalisateurs évidemment qui arrivent parfaitement ça, genre Bong Joon-ho, des réalisateurs, et leur succès pour moi découle de ça, parce qu'ils arrivent à satisfaire et des cinéphiles extrêmement avertis qui vont avoir à manger en regardant leurs films de ouf, quoi. Et en même temps il y a un côté premier degré imparable qui fait que tu peux montrer leurs films sur Netflix, ça reste divertissant, et les gens, ça reste extrêmement divertissant. J'ai pas vu Mickey 17 encore, mais non, moi non plus, mais si on prend, c'était Parasite le dernier, ou il en a fait un autre depuis, je sais pas. Non, depuis Parasite, il a pas fait d'autres films, il me semble. Enfin, on prend n'importe lequel de ses films, hein, The Host, Memories of Murder. Bien sûr.
Okja, tout ce qu'on veut, c'est toujours extrêmement divertissant, tout en étant hyper pointu en termes de cinéma. Mother, je crois que c'est lui aussi. C'est ce que j'allais dire, c'est peut-être le moins accessible, le moins divertissant. C'est le moins sexy, c'est le moins sexy, mais en vrai, c'est un excellent film, ça c'est sûr. Après, est-ce qu'il a ce côté effectivement ouvert au public, peut-être un peu moins, parce que le personnage, la mère est géniale, mais le gamin, c'est un autiste, je crois. Et donc, c'est des personnages toujours qui peuvent être compliqués. Et là, peut-être qu'il réussit pas complètement à s'ouvrir. Si on parle un petit peu du tournage de La Nuit a dévoré le monde, j'ai lu quelque part que ça avait été tourné dans l'ordre chronologique. Est-ce que tu peux le confirmer? Est-ce que tu te souviens? Pas du tout. Pas du tout, mais je dirais plutôt par grande époque, quoi. C'est-à-dire que le film se passe sur une année. Enfin, l'histoire se passe sur une année, et je pense qu'on a dû rassembler l'hiver, par exemple, et on a rassemblé. Je pense qu'on a séparé par là parce qu'il y avait les changements physiques du personnage. Oui, c'est ce que j'allais. Enfin, en fait, c'était pour ça que je posais la question, parce qu'il y a certaines évolutions, notamment physiques, du personnage. Du coup, si ça avait été chronologique, ça aurait pu être. Je sais que dans un épisode précédent, on a eu ce débat à propos de Buried de Rodrigo Cortés, qui lui a été tourné entièrement chronologiquement, et on a eu ce débat du sadisme potentiel du réalisateur de faire tourner chronologiquement un film pour faire vivre à son acteur émotionnellement, physiquement. Alors moi je crois pas à ça, hein, pour le coup, le côté il faut absolument tourner dans l'ordre pour que l'acteur traverse exactement ce que le personnage a traversé. Je pense pas qu'on ait besoin de ça. Non, c'est plus pour moi ça va avec plutôt des contraintes techniques, de logistique, de cheveux, de barbe, de poids. Anders a littéralement quasiment arrêté de manger au premier jour de tournage, quoi. Enfin, il mangeait une pomme et il a craqué au bout d'un moment parce que nerveusement ça devenait trop compliqué, mais au début, il perdait beaucoup de poids parce que l'idée, c'était, même si on tournait vite, c'était que ça se ressente. Et après, on a travaillé sur sa posture et une façon de transformer son corps dans le jeu pour qu'il ait l'air de plus en plus fragile et faible. On a fait de notre mieux à ce niveau-là. Et il y avait l'idée il a la barbe au début, il la rase ensuite, des trucs comme ça, d'essayer de le faire changer, maigrir et tout ça. Et ça se fait très naturellement, on s'en rend pas forcément compte quand on voit le film. Moi quand je le revois, le film, c'est au retour au menu du DVD Blu-ray, où on a une image, je crois que c'est le plan où il est la première fois sur le toit. Et là, on se dit, bon, c'est qui cet acteur? Ah oui, en fait, c'est le même qu'on a vu il y a 5 minutes à la fin du film, sauf qu'il a une coupe de cheveux normale, il a sa barbe, il est un peu moins mince. Vraiment, c'est hyper frappant quand on voit les deux plans. L'évolution est très frappante, mais tout le long du film, ça se fait très naturellement. On voit pas. C'est des petits détails petit à petit, en fait. On n'a pas fait de moment. Dans Castaway, par exemple, il force vachement plus là-dessus. C'est-à-dire qu'il y a une vraie grosse ellipse à un moment donné où on le retrouve et il a les cheveux longs, la barbe de l'île. Quand on pense à un naufragé sur une île déserte, c'est exactement ça. Les cheveux longs, la barbe longue et tout ça. Et il fait vraiment cette ellipse-là. Évidemment, là, je pouvais pas faire la même chose. C'était très compliqué pour moi de faire la même chose. Et du coup, je suis parti sur un truc. est beaucoup plus douce. Et même dans la réalisation, le fait que au début, c'est plutôt des plans un peu plus larges, peut-être, des choses très fixes, ou en tout cas des mouvements qui sont paramétré à l'avance, là où on est peut-être plus proche du personnage avec une caméra à épaule. Je sais pas si tu as eu cette discussion-là aussi avec ton équipe technique, de changer peut-être la façon de filmer au fur et à mesure pour montrer la folie, pour montrer l'isolement de plus en plus grand du personnage. Et notamment toute cette période entre la douloureuse scène du chat, malheureusement, on parlait du fusil tout à l'heure, la partie de paintball, et le moment où le personnage de Sarah arrive, c'est toute la phase où il devient un petit peu fou, il commence à avoir des hallucinations aussi bien auditives, visuelles, etc. J'ai trouvé que toute cette phase du film, il y a souvent des choses en premier plan qui brouillent un peu l'image, des plantes, des draps, il est caché derrière la rambarde des escaliers ou derrière les barreaux de la fenêtre. Le personnage est plus net, aussi bien littéralement que peut-être dans sa psyché.
Je me rappelle d'une notion, alors là pour le coup c'est moins évident pour moi, hein, là, parce que c'est des vieilles conversations pour moi, mais en tout cas il y avait une notion d'enfermement dans la mise en scène, il y avait la notion à un moment donné il y a quand même une coupure, justement la principale ellipse du film se fait sur un plan steadicam où il court, où il fait un jogging, qui était une façon de marquer une vraie rupture justement, où on entrait dans un moment où il s'était approprié l'espace et du coup il naviguait librement et le steadicam montrait ça. Je me souviens qu'une règle qu'on avait un peu, c'était de ne déplacer la caméra que si c'était nécessaire. Donc on était vraiment dans un truc plutôt de caméra fixe ou de caméra qui est posée à un endroit, qui va pas noter, suivre le mouvement, mais qui va pas forcément bouger, gratuitement en tout cas. Et il y avait évidemment le suivi du point de vue, c'est-à-dire qu'on est totalement avec lui. Donc l'idée c'était d'incarner son point de vue le plus possible et d'être dans sa psyché et tout ça. Donc quand les choix de plans et tout ça étaient vachement liés au personnage, à ce qu'il vit et tout ça, donc tout le temps là-dedans. Après pour la scène du chat c'est très très particulier parce que c'est une scène qui devait sauter typiquement. C'est une scène qui devait sauter. Et moi j'y tenais beaucoup et là typiquement j'ai fait le choix de dire vous savez quoi, à la base elle devait faire, c'était une journée pour faire cette scène et j'ai dit, et en fait ils m'ont dit non ça tient pas, tu peux pas passer une journée à faire cette scène, ça ne tient pas. Et du coup je leur ai dit écoutez, je la ferai en 3 heures, vous me la mettez où vous voulez mais je la fais en 3 heures. Et donc faire cette scène en 3 heures c'était pas facile. Et donc ce qui fait qu'elle a cette façon de filmer qui sort un peu du langage du reste du film, qui est un peu épaule justement, un peu comme ça. Et on a pris cette liberté-là de faire de la caméra épaule à ce moment-là parce que, mais qui est quand même soutenu. Hein, c'était avec un easy rig, donc un système qui maintient la caméra de façon stable, mais qui est quand même pas le langage du film, où le reste du film est filmé en dolly et qui est un système assez lourd et très stable, et en caméra fixe, et parfois un tout petit peu en steadicam. Donc, qui sont que des systèmes très très stables et très ancrés au sol, qui était quelque chose qu'on voulait. Là où effectivement la scène du chat est une des rares scènes filmées à l'épaule, mais c'est parce que j'ai dit, moi je la voulais. D'accord, ok. C'était important pour moi, et donc on m'a dit, ok, mais elle rentre là à cet endroit-là, mais t'as 3 heures pour la faire au lieu d'une journée, donc c'était. Donc pas le temps d'installer les rails ou des choses ou. Surtout puis on s'est retrouvé avec un truc où. Et en fait, on a perdu. En fait, ça se passait plutôt bien et on se retrouve à perdre énormément de temps sur le moment où il est dans la voiture. Et on n'arrivait pas à enlever les sièges arrière de la voiture qui devait permettre un plan où la caméra était dans la voiture et tout ça. Donc, en fait, on perd 1 heure là-dessus. Vraiment, sur le peu de temps que j'avais, on a perdu 1 heure pour enlever des sièges dans la voiture. Au final, tout ça s'est tourné très très vite avec un chat qui est un chat. C'est pas un chien, quoi. Un chat, c'est vraiment si ça a pas envie, ça a pas envie et ça ne fait rien. Et alors à l'époque j'avais pas de chat, depuis j'ai un chat, donc je sais pas si je ferai la scène, je sais pas si je finirai la scène de la même manière parce que maintenant que j'ai un chat, tuer le chat à la fin me paraît impossible aujourd'hui. Mais encore c'est hors champ, ça va, c'est hors champ. Ouais. C'est hors champ. Oui, il y a des gens qui le captent pas justement, il y a des gens qui sont sortis, qui n'ont pas compris qu'il le tuait à la fin de la scène. Ok. Mais c'était parce que le truc très personnel, c'est quand je faisais un atelier d'écriture, un consultant m'avait pris la tête sur un livre qui s'appelle Save the Cat. Ok. Et qui m'avait dit mais il faut t'as pas le droit de faire ça, il faut sauver le chat dans le film. Du coup c'était très important pour moi de tuer le chat dans le film juste pour lui dire en fait voilà, tu vois, j'ai quand même fait un film et le chat est mort. Je change d'avis, je mettrai ça en titre de l'épisode. C'était très important pour moi de tuer le chat dans le film. Voilà, Non, j'aime les chats. Tu vas avoir toutes les associations. Ouais, non, je suis pas d'accord. Mon chat, c'est toute ma vie. Je ne veux surtout pas de mal au chat. Par rapport à la distinction entre La nuit a dévoré le monde et La corde, tu as dit qu'au départ c'était potentiellement un film et pas un 3x52 chez Arte. Un téléfilm en tout cas. Un téléfilm, c'est ce qu'on appelle un unitaire, donc c'est 90 minutes pour la télévision. D'accord, ok. C'est un format particulier. Est-ce que pour autant ça a changé des choses dans ta façon de tourner, notamment sur le format?
mais aussi peut-être sur où est-ce qu'est diffusé le film, pas dans une salle de cinéma, mais à la télé, sur des plateformes, sur des écrans plus petits. Ouais, j'entends ta question. Ça change, ça a pas du tout changé ma façon de faire. En plus, je travaille avec la même chef-op, donc on avait l'expérience du film ensemble, donc on était un peu dans une continuité. Ce qui change naturellement, c'est qu'on avait 10 jours pour faire un épisode. C'est-à-dire que c'est peu. C'est-à-dire ça t'a 10 jours pour faire 52 minutes. Ok. Donc, on a parlé après, dans le cinéma et en tournage, on parle de temps utile. Donc, c'est-à-dire le temps qui sera à l'écran à la fin de la journée de tournage. C'est pas le temps qu'on filme, parce que pendant une journée de tournage, on va peut-être filmer 1 heure ou 2 heures de rush. Ouais. Mais en réalité, dans le film final, ne restera que 5 minutes. Et 5 minutes dans une journée, c'est correct, hein, mais il faut les faire quand même. Sur mon film, j'avais 40 jours pour faire 1h30, donc faire la division. Je sais plus, mais c'était moins en tout cas. On avait plus de temps. Donc là, et surtout que la corde, d'un coup, j'ai fonctionné en opposition, quoi. C'est-à-dire que j'avais envie de faire l'opposé de la nuit. Donc d'un coup, c'était extérieur, c'était plein de personnages, c'était que des trucs comme ça en fait. Je voulais que tout soit différent pour tenter complètement autre chose en fait, et voir où moi je trouve où est-ce que je me sens bien, quoi. D'accord. Et du coup, tourner avec un acteur tous les jours, c'est pas la même chose que tourner avec 7-8 acteurs qui en plus sont des personnalités très très différentes les uns des autres. Et des langues différentes aussi. Oui, alors ça, on va se rajouter ça en plus. Parce que ça, pour le coup, c'est un point. Moi, j'aime bien les acteurs internationaux. Déjà, j'aime bien les accents au cinéma, qui me plaît, que je trouve joli et qui est satisfaisant à l'oreille pour moi. J'aime bien les gens qui parlent avec un accent. Et j'aime bien ce que ça dit du monde. Ouais, j'aime bien. Moi, je suis plutôt un Européen convaincu, et je me dis que la fiction ne doit pas que raconter pourquoi l'Europe c'est bien. Elle doit aussi montrer des Européens qui travaillent ensemble. Qui fonctionnent, oui. Ouais, qui fonctionnent ensemble. Et en fait, sans que ce soit un sujet, en fait. Sans que ce soit le sujet de l'histoire. Et on pourrait parler de discrimination positive, presque. Et du coup, c'était important pour moi d'avoir des acteurs européens, surtout qu'on parle de scientifiques. C'est très commun pour les scientifiques européens de travailler ensemble et tout ça. Donc, ça avait du sens. En plus, je faisais ça avec une chaîne européenne, franco-allemande, Arte, donc tout ça avait beaucoup de sens, et en plus c'est ma logique de fabrication, c'est-à-dire que je faisais déjà ça dans La Nuit avec un acteur norvégien, une actrice iranienne, et Denis il est français, mais pour moi c'est une façon de faire des films, c'est vraiment important. Ouais. Puis c'est vrai que dans la corde, ça switch d'une langue à l'autre. Je sais pas si ça avait été décidé à ton niveau, mais par exemple, il n'y a pas de sous-titres. Enfin, moi, je l'ai maté assez récemment sur HBO, la série La Corde. Lorsqu'on est en version originale, lorsqu'il parle anglais, c'est pas sous-titré. Ou lorsque les Norvégiens arrivent, c'est pas sous-titré du tout en fait. C'est admis que le spectateur, il est censé comprendre. Franchement, je suis pas sûr que ce soit le cas sur la version, parce que je l'ai fait pour Arte moi à la base. Maintenant, c'est vrai que c'est sur HBO Max, mais à la base c'était Arte, et franchement, je trouve ça. En fait, je suis capable d'avoir dit ça en plus, mais pas de sous-titres. C'est le genre de truc que je suis capable de faire, mais je me souviens plus pourquoi j'aurais fait ça aujourd'hui. Par contre, ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait beaucoup plus des langues originales des personnages il y avait plus de scènes où les personnages parlaient dans leur langue maternelle. Et là, c'était une contrainte c'est une production française Arte, et j'avais un pourcentage de dialogue français obligatoire. C'était dans le cahier des charges. Ok. Exactement. Donc, en fait, à un moment donné, on avait beaucoup de scènes qui étaient écrites en anglais, mais par exemple, la scène avec Johannes là, qui parle avec le mort là dans la forêt, elle n'est pas sous-titrée. Non. Ah ouais, non, ça c'est bizarre. Faudrait vérifier, parce que je pense qu'il y avait pas l'option sous-titres sur HBO. Si, il y a l'option sous-titres, mais du coup après tu as les sous-titres même pour les répliques françaises. Je veux dire, il y a pas un sous-titrage spécifique lorsque le personnage français se met à parler anglais. Franchement, non, parce que là pour le coup c'est clair dans ma tête, cette scène est sous-titrée. D'accord, ok. Sûr. Parce que pour moi c'était important qu'on comprenne ce qu'elles disent. Donc ça doit être un truc technique. D'accord, ok. Donc je sais pas ce que ça donne de regarder sans aucun sous-titre. Là j'ai pas en tête toutes les scènes qui sont soit en norvégien, parce que je sais que le mec de la
La police. La police, voilà, il parle un peu norvégien. Ouais, je me suis dit que c'était un parti pris, type Apocalypto, on sous-titre pas. Ouais, que j'adore, hein, Apocalypto, génial. Mais dans ce truc-là, vu que c'était... Non, je suis certain que je voulais qu'on comprenne ce que dit, par exemple, Johannes au mort, qui est une de mes scènes, c'est une des scènes que j'aime. Il y a plein d'endroits qui me gonflent dans la corde où je suis pas hyper content et tout ça, mais cette scène-là, je l'aime vraiment bien. Ouais. Et du coup, je me les suis remis avec les sous-titres pour être sûr d'avoir bien tout compris. Parce qu'en fait, j'étais captivé par la voix du mort, qui est une voix tellement douce, tellement... Trop bien. C'est un mec que j'ai casté en Belgique, qui a une voix de jeu vidéo, quoi. Moi, ma rêve, c'était, pour les joueurs de jeux vidéo, c'était Dark Souls. Okay. Une sorte d'extrême mélancolie dans la voix, une façon hyper posée. Tout ça, et je lui avais fait écouter des voix... de mecs qui parlent à des feux de camp dans Dark Souls, et donc c'est des... Ouais, la confrontation entre cette voix et le cadavre à moitié pourri, j'ai trouvé ça un peu poétique. Il est bon, cet acteur, il a une super voix, j'aime beaucoup aussi. Et le fait on parlait de HBO, etc., pour un cinéphile comme toi, est-ce que tu vois une pertinence à confronter les deux, la salle de cinéma, les plateformes de SVOD En quel sens ? Est-ce que l'un va tuer l'autre ? Est-ce que les deux se nourrissent l'un et l'autre ? Est-ce que c'est encore une pertinence de séparer les deux ? Est-ce qu'aujourd'hui, de plus en plus de séries ressemblent à des films et peut-être des films sont tournés de façon sérielle, avec des suites à rallonge, etc. Est-ce que... J'en sais rien, en tout cas, je peux te parler comme spectateur plutôt là que comme réalisateur, mais moi en tout cas, ma cinéphilie a changé et je suis, comme beaucoup de gens, j'ai un sentiment de trop. Okay. Il y a beaucoup trop de choses. Je crois que j'aimais bien quand un film faisait l'événement. J'aimais bien quand on regardait tous le même film en juillet, l'été, on avait tous vu le même film et on en parlait. Ça vraiment génial collectivement, en fait, comme expérience collective. Là, on l'a un peu des fois. Là, genre, en ce moment, tout le monde a vu Bref et tout le monde en parle et c'est chouette. Et je trouve ça chouette de pouvoir parler d'un truc qu'on a en commun, mais de manière plus quotidienne. Et j'ai l'impression que les gens sont noyés sous des trucs à regarder. Les films ne font... Voilà, il y a un flux, il y a plus de films qui fait l'événement. Et donc, j'ai l'impression que la conséquence de ça, c'est une perte de puissance du médium, c'est-à-dire qu'il perd de son pouvoir, de son pouvoir d'influence, par exemple, de sa capacité à changer les mentalités et tout ça, de sa capacité à faire rêver le monde entier à un moment donné sur un sujet et tout ça. Alors qu'il y a des grands films, parce que c'est pas ça que je dis. Hein. Oui. Il continue d'y avoir des grands films, il continue d'y avoir des grandes séries. Inaperçus dans le brouhaha, on va dire, général. Ouais, il y a ça. Et puis, nous-mêmes, on les oublie plus vite. Parce que c'est remplacé par une autre image très, très vite. Ouais. Donc, ça, c'est un constat. J'ai pas de conclusion à apporter. Ça me rend... je sais pas. Je sais juste que je regarde. Moi, j'ai beaucoup plus de mal à regarder des films aujourd'hui. D'accord. Je suis comme beaucoup aussi, encore une fois, de gens de ma génération. J'ai très vite... Mais il en parle d'ailleurs, c'est marrant. J'ai regardé juste le pilote de Bref, mais il dit ça à un moment donné. Il dit... plutôt que de regarder des trucs nouveaux, je vais regarder des trucs que j'ai déjà vus 100 fois, en fait. Et moi, il y a un truc où je vais très facilement, effectivement, regarder un film que j'aime, que j'ai déjà vu. Alors que m'aventurer dans un nouveau film aujourd'hui, ça va être plus compliqué. Et du coup, tu fonctionnes avec une plateforme ou tu as une collection physique ? T'es collectionneur de DVD, de Blu-ray Non, pas du tout. Pas du tout ? D'accord. Pas du tout, j'ai aucun... j'ai une boîte dans mon grenier où il y a des DVD, tout ça, mais que je n'utilise pas. Non, moi je suis complètement dématérialisé, ce qui est peut-être une erreur dans l'absolu. Je suis pas du tout fétichiste, je suis pas du tout... j'ai aucun truc avec les objets, avec les... Le seul truc que je regrette avec par rapport au DVD et au fait de regarder les films sur... Bon, moi, je suis abonné à peu près à toutes les plateformes, donc que ce soit Canal, HBO, Disney, tout ça. J'aime bien un peu avoir le choix, quoi. Je regrette qu'il n'y ait plus les bonus, en fait, qui étaient vraiment le truc que j'aimais dans les... Et je comprends pas en fait pourquoi ça n'est pas sur les plateformes. C'est-à-dire, moi j'y verrais en tout cas un vrai intérêt, d'autant plus quand ils existent. C'est-à-dire que si demain je regarde
je sais pas, le Lost in La Mancha, je sais plus s'il s'appelle comme ça. Non, comment il s'appelle, le Don Quichotte en tout cas de Terry Gilliam, j'aimerais trop qu'il y ait le Lost in La Mancha juste à côté en bonus, quoi. Ou Apocalypse Now, il y a le documentaire de sa femme là, je sais bien plus sûr. comment il s'appelle. Enfin, tous ces classiques du making of et même plein de nouveaux. La base de Substance, je sais qu'il y a un making of qui existe. Ce serait trop bien que quand il sera sur Mubi là où est déjà sûrement peut-être le film, qui est le making of à côté. Enfin, moi je trouverais ça vraiment. Surtout que techniquement, ça doit être très simple en fait d'uploader ces fichiers de bonus en plus. Je suppose. Après, c'est pas c'est pas la technique le problème en général. Le problème, c'est les droits. Et du coup, pour la suite, tu as déjà mentionné un futur projet. C'était une de mes questions. C'était depuis la corde, qu'est-ce qui s'est passé pour toi? Est-ce qu'on a pu tu sais, c'est. Alors, pour être tout à fait honnête, ni La Nuit ni La Corde sont des énormes succès. Enfin, je veux dire, La Corde, ça a bien marché sur Arte à sa diffusion. Il y avait 1,5 million de spectateurs, ce qui est bien pour Arte. C'est pas délirant pour la télé en général, mais pour Arte, c'est bien. Et puis, et je crois qu'il y avait pas loin de 2 millions de gens qui regardaient sur le site d'Arte. Ok. Tu te rappelles si ça avait été diffusé les 3 à la suite dans une soirée où il l'avait... Je m'en rappelle parfaitement, parce que moi je voulais pas et moi j'aurais préféré que ce soit en 3 soirées. Ok. Mais c'était la politique d'Arte à ce moment-là, c'était que les 3x52 c'était diffusé dans une même soirée. D'accord, ok. Et donc pour eux il n'était pas question de changer ça. Après maintenant ils en font plus, je crois. Ils font plus de 3x52. Ils font peut-être des 4x52 ou des mini-séries 6 mais étrangères. Ouais. C'est toujours des trucs compliqués qui changent et puis les politiques changent à ce niveau-là dans les chaînes de télé et tout, donc ça c'est des trucs sur lesquels nous on n'a pas beaucoup de pouvoir en tant qu'auteur. Donc non, ça avait été diffusé en une fois. Moi je pensais que c'était dangereux parce que je me suis dit déjà que le rythme est lent et tout, donc en plus qui va rester jusqu'à 23h et en fait le taux il restait 1,2 million de spectateurs pour le 3e. D'accord. On est passé de 1,5 million à 1,2 million, ce qui est très bien, c'est-à-dire que les gens avaient quand même envie de voir la fin. Donc je suis plutôt satisfait de ça. Et La Nuit, c'est un film qui n'a pas du tout marché en salle, où j'avais 27 copies. Parce qu'on a demandé probablement peu de copies. Les copies, c'est finalement en fait c'est les nombres d'écrans sur lesquels le film va être projeté. On parle de copies parce qu'à l'époque il fallait faire une copie de la pellicule. Aujourd'hui c'est un fichier numérique, donc c'est plus du tout le même sujet, mais on a gardé le terme de copie. Il y a plein de termes comme ça qui restent des époques d'avant. Et donc j'avais 27 copies, ce qui est très peu. Un film américain va sortir sur 500 copies en France. Et un film d'auteur. Je suis sorti le même mois que Coralie quand elle faisait Revenge. Alors, on se connaissait bien et en plus on a sorti notre premier film en même temps. Elle était sur 75 copies, je crois. D'accord, ok. Et Julia Ducournau qui était l'année d'avant avec Grave, c'était une centaine, je crois. C'était entre 80 et 100. Mais Grave avait été à Cannes et tout, quoi. Donc avait beaucoup plus rayonné. Après moi j'avais fait avec La Nuit, j'ai fait beaucoup de festivals, des gros festivals je veux dire, internationaux. Donc le film a été vraiment reconnu dans la presse et dans les festivals. Mais c'était pas non plus à la fin de la journée, c'est les spectateurs qui décident. Et en vrai, c'est un film qui montrait une certaine façon de faire un film, enfin qui moi était une bonne pub pour moi, mais qui n'était pas non plus un contrat direct pour faire le film suivant, quoi. D'autant plus que j'enchaînais avec cette série, donc ça. Oui, tu avais déjà le projet suivant à la sortie de La Nuit. La Corde était déjà en train de se développer. Ouais, je les ai même développés un peu en même temps. Ok. Tout ça pour dire que il n'y avait pas d'évidence directe pour. Il y avait la productrice de mon film, en tout cas, on avait envie de continuer de travailler ensemble. Et je lui ai proposé, après un certain temps, le projet sur lequel je travaille aujourd'hui, et dont elle n'avait pas envie, parce que c'est lié au confinement. Je lui ai fait lire au moment du confinement. Et c'est un film qui était un peu trop sombre à ce moment-là, par rapport à ce qu'on était tous en train de vivre collectivement, justement. Et elle avait raison, je pense, et d'ailleurs le projet a changé depuis. Et en tout cas, j'ai été chercher une autre production pour développer ce projet, parce que je l'aimais bien. Et donc, je le développe depuis avec Unité Production. Qu'on l'a récemment fait l'histoire de Souleymane, qui est
et puis au César cette année, et aussi le documentaire sur DJ Mehdi. Bon, citer deux trucs très différents qu'ils ont fait cette année. Qui a gagné la victoire, je crois, qui a gagné la victoire de la musique. En tout cas, il le mérite. Le documentaire. Le documentaire est absolument génial, donc si vous l'avez pas vu, regardez-le. Donc là, ouais, je travaille sur toujours un peu du même point de départ, c'est-à-dire une matière un peu intime, un truc du sentiment du monde qui me fait, moi, penser qu'il y a quelque chose à dire je crois que le terme c'est zeitgeist, mais je suis pas sûr, c'est du truc d'un état d'esprit dans le monde, c'est d'un truc comme ça, d'un ressenti, d'un ressenti qui est pas le même que la nuit, c'est un autre sujet cette fois. Ok, mais toujours du fantastique. Alors, pas du tout. Non, pas du tout. Là, on est sur du film noir. Une des références principales, c'est No Country for Old Men. On est dans ce genre alors, c'est très dans un univers. non, mais dans un univers français, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans l'univers de Cormac McCarthy, quoi. Mais je veux dire, on est dans par rapport au réalisme et au ton. Alors j'aimerais bien être aussi drôle qu'eux, mais c'est très très compliqué. Mais je suis quand même plus noir, je crois. Et on est sur la famille plutôt là. D'accord, ok. Est-ce qu'il y a déjà des dates de prévues de tournage Non, on vient juste on est en train de finaliser ça fait plusieurs années que je suis sur l'écriture. Ça fait précisément 2 ans et 2 mois, parce que j'ai commencé en décembre il y a 2 ans, l'écriture. Et là, on est vraiment en train de changer des virgules là, depuis changer des petits bouts de phrases. Et du coup, la prochaine étape, ce sera le casting. Et puis après, une fois qu'on aura le casting, le financement. Et c'est un film qui se passe plutôt l'été, à la limite l'automne, parce que ça se passe dans le milieu des conteneurs, des ports de marchandises. D'accord, ouais. Et c'est très important pour moi d'avoir de la lumière pour faire vibrer les couleurs. Je veux pas filmer ça en hiver dans le grisâtre de l'hiver et du coup d'avoir un truc super terne, quoi. Ouais. Et donc là, je pense que le calendrier pour tourner cette année, il va être trop court si on inclut le casting et les financements. Donc ce serait, si tout va bien, un film qui se tournerait le printemps ou l'été prochain ou l'automne, je ne sais pas. Ok. Voilà. J'ai commencé à écrire le film d'après parce que c'est toujours des trucs qui prennent des années en fait. Donc en fait, on est toujours quand on est en train de faire un film, on a en général déjà commencé à travailler sur le prochain. Okay, pour que les choses puissent un peu s'enchaîner. Et puis j'ai écrit 2 séries. Il y en a une pour l'instant que j'ai essayé de développer avec une production, mais pour l'instant ça n'a pas trop fonctionné. Enfin, on n'a pas réussi à trouver la clé. Puis là, je suis en train d'en écrire une autre et qui pour le coup là est très fantastique. D'accord. Où j'essaye encore une fois, qui est un truc que j'essaie de faire depuis un moment, c'est d'intégrer de la comédie justement. Dans tout ce que je fais jusque-là, c'est vraiment l'élément qui me manque le plus. Encore une fois, Bong Joon-ho, qui lui a compris ça très très vite. Le mélange des genres dans le cinéma coréen, sud-coréen. Bah ouais. C'est un peu les maîtres. Hein. C'est en fait ce que moi j'ai le plus de plaisir à regarder aujourd'hui en fait, en tant que spectateur. Je sais que je vais me jeter sur ces films-là, Mickey 17, je vais aller le voir le jour de la sortie. Et ce qui est pas du tout ce que je ressens pour plein d'autres films. Bien sûr. Et c'est ce qui va le plus m'exciter aujourd'hui. Où là, White Lotus, je me suis jeté dessus, parce que je sais qu'il y a ce mélange de comédie noire et d'humour et de films noirs aussi un peu. Donc c'est vraiment de ça dont j'ai envie. Donc voilà ce que je vais faire pour la suite. Ok, bon je souhaite de plein cœur que tous ces projets aboutissent et qu'on puisse les voir très rapidement au cinéma. Tout n'est pas en mon pouvoir. Peu importe. Ouais, exactement, peu importe, parce que aujourd'hui, nous en tout cas, et avec beaucoup d'auteurs avec qui je travaille, avec qui on en discute, c'est plus une question pour nous. Ok, d'accord. Que le film soit financé par Netflix ou par Gaumont, ils mettent quasiment les mêmes sommes aujourd'hui. Hein. Ouais.
Enfin, je veux dire, voir Netflix met beaucoup plus d'argent. Après, c'est une question de ligne éditrice, c'est-à-dire qu'est-ce qu'ils vont nous, qu'est-ce qu'ils vont te laissent, Je trouve, moi en tout cas, je sais pas quoi en penser parce que je connais pas tout le monde mais je suis surpris que Bref ait pas été fait par Canal. C'était quand même une de leurs séries totem d'il y a 10 ans et je sais pas ce que ça dit de Canal+ qu'ils aient pas fait Bref 2 et que là en ce moment ils ont l'air de dire que ils vont mettre moins d'argent dans le cinéma. Canal+, ça a été, moi en tout cas toute ma vie, ça a été le lieu du cinéma en France. Bien sûr, oui. Voilà, et moi j'étais très content qu'ils financent mon premier film et j'ai adoré faire le film avec eux. Mais je sais pas, je pense pas qu'ils le feraient aujourd'hui. Ouais. Et à côté de ça, tu as aussi les plateformes qui... avant, il y avait que Netflix qui avait un peu, il me semble, un droit spécifique. La chronologie des médias. Voilà, le deal de je finance et ça me permet d'avoir les films plutôt sur mon catalogue. C'est le cœur du problème. Ouais. Canal+ a l'impression de payer trop cher ça. Le fait qu'ils avaient 6 mois, le film 6 mois après la sortie en salle. Le temps a été réduit par les plateformes. Avant, je crois que c'était un an et demi, voire 2 ans pour les plateformes. Et là, c'est réduit à genre 9 mois ou 12. 9 ou 12, je sais plus, je suis pas précis parce que je connais pas bien les chiffres. En tout cas, Canal+ se dit maintenant, attendez les gars, maintenant, on va pas payer si cher pour si peu. Et ils ont pas tort. Donc je comprends qu'ils sont en colère. Tout ça est en train de bouger. C'est pour ça que je pense que nous, auteurs et qui fabriquons et tout ça, c'est compliqué pour nous, en tout cas, de se poser ces questions-là. On est là, en fait. Si quelqu'un nous permet de financer notre film au plus proche de ce qu'on a envie qu'il soit, tant que c'est pas dirigé par Elon Musk, a priori, on ira.